All power to the people. 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 Donc, bienvenue à tout le monde pour ce qui est notre première rencontre, on va dire, de l'année, en comptant ça comme une année académique. Là, c'est notre première invitée. L'année dernière, on a fait pas mal de rencontres qui ont finalement tourné autour de la Palestine, et je dirais que c'est normal. Donc ce soir, vu que c'est Panthère a l'honneur d'accueillir Firas Kantar, qui est écrivain, militant syrien, exilé et défenseur des droits humains. Il est là pour une soirée dédiée à la résistance syrienne et aux perspectives d'une Syrie libre. Originaire de Suéda, Firas a vécu en Syrie de 1988 à 1998, soit de ses 10 ans à ses 20 ans. En 2011, il est un témoin direct des révolutions du printemps arabe. Et dès mars de la même année, il retourne en Syrie pour participer activement aux manifestations pacifiques du début de la révolte contre le régime d'Assad. Fort de son histoire familiale et de son vécu personnel, Firas enrichit sa réflexion sur le conflit syrien en plaçant la société syrienne au centre de son analyse. À travers ses écrits et ses interventions, il met en lumière les causes politiques et sociales qui ont conduit à la guerre civile et souligne l'impératif d'une transition démocratique en Syrie. Comme il le rappelle, en 12 ans, le conflit a profondément changé. Ce qui a commencé par des marches pacifiques s'est transformé en une guerre armée, avec l'implication croissante de puissances étrangères. Au-delà de son engagement contre la dictature d'Assad, Firas milite également pour la justice et la souveraineté des peuples du Moyen-Orient, rejetant toutes les formes de domination, qu'elles proviennent des régimes autoritaires ou des grandes puissances. Cette soirée s'inscrit dans une série de rencontres organisées par Bruxelles Panthère, visant à rassembler des militants et des activistes de différents horizons pour réfléchir ensemble aux luttes pour l'émancipation et la justice dans un contexte mondial de plus en plus polarisé. Ce soir, Firas partagera avec nous son parcours, ses réflexions sur la situation actuelle en Syrie, ainsi que ses espoirs pour l'avenir du pays. Nous aborderons ensemble les réalités du combat pour une Syrie libre et démocratique. Donc, bienvenue Firas, un grand plaisir pour nous de t'accueillir aujourd'hui. Donc, avant de te laisser te présenter, parce que peut-être ça n'a pas été correct. Si, c'était très bien, merci pour cette présentation. Super. Donc, avant de te laisser présenter brièvement, longuement même, le livre, je vous le présente rapidement. Donc, voilà, il y a des exemplaires ici sur place. Ceux qui l'achèteront aujourd'hui auront l'occasion de le faire signer, dédicacé par Firas, s'il veut bien. Et ceux qui n'auront pas l'occasion, mais qui veulent quand même se le procurer, soit via la librairie Météor, dans la rue Blas, soit vous arrangez avec moi, peut-être qu'on pourra trouver un arrangement. Donc vraiment, moi je vous conseille vivement ce livre qui est dans un livre, il y a comme deux livres. Il y a un livre qui explique l'historique, vraiment l'historique, la situation politique, sociale, économique de la Syrie, et toute une autre partie qui est plus du carnet de route, je dirais, ou un carnet plutôt intime, privé de Firas, et les deux mis en parallèle sont vraiment excellents. Il y a des cartes, vraiment c'est très complet pour connaître la situation, avoir un point de vue sur la Syrie d'aujourd'hui. Moi, j'ai pas eu vraiment beaucoup de livres traitant de la Syrie aussi complet.
Merci pour cela. Et puis, je tiens à préciser, les droits d'auteur vont entièrement, je les reverse entièrement à MEAD, qui intervient en Syrie, à Gaza et en Ukraine, une ONG en fait de soins médicaux. C'est une des ONG plus importantes dans le nord syrien, qui intervient dans le nord syrien. L'ensemble est venu pour eux. Merci pour cette présentation qui est assez complète. Effectivement, tu as parlé en fait du récit familial que j'intègre dans ce livre. Je parle un peu de ma famille, je parle un peu de mon environnement, je fais partie de la minorité druze. Mais si j'en parle, c'est aussi pour apporter une valeur ajoutée, pour vraiment, quand je parle géopolitique, souvent, on comprend, faudrait voir ce que signifie de vivre dans une dictature. Et c'est cela qui, quand je parle de mon oncle torturé, en fait, dans les années 90, juste parce qu'il a reçu un tract, il disparaît 2 ans dans les prisons, c'est vraiment pour apporter un éclairage, c'est pas pour le plaisir de parler de moi ou de ma famille, hein, c'est vraiment que le lecteur sente ce qu'est de vivre en dictature. Et ce récit, en fait, je commence avec ma grand-mère née en 1927 en Syrie, qui s'appelle Humum. Humum, en arabe, ça veut dire souci, c'est le pluriel de souci. C'était parce qu'elle était née pendant la grande révolte, ce qu'on appelait la grande révolte syrienne contre l'occupant, déjà le mandat français, qui a eu lieu dans ma région du Laja, dans la zone de Soueda. Elle est née à cette période très difficile où l'occupant français en fait organisait les pénuries en pillant les paysans. Et c'est voilà, je raconte toutes ces histoires à travers mon récit familial, les témoignages de mes parents, mon père qui découvre les manifestations à 12-13 ans parce que son professeur à l'école, il est arrêté. C'est un opposant au président de l'époque, hein, en fait dans les années 63, c'était quelqu'un qui était sur la ligne de Nasser, de l'Union de la Syrie et de l'Égypte, et il est arrêté parce que le président de la Syrie de l'époque visite la région de Soueda, il manifeste et ils arrêtent les manifestants. Et c'est une des récits que j'évoque, c'est qu'à l'époque les enfants manifestaient, mais ils ont été arrêtés, mais le président syrien de l'époque, il va à la prison lui-même pour les faire libérer. Il refuse que des enfants dorment en prison, des jeunes qui ont manifesté, qui ont caillassé des voitures, dorment en prison. C'était un président à l'époque dans un pays où le président œuvrait en fait à l'application du droit. Et c'était ça qui a beaucoup changé et qu'on voit, et que je vous ramène après dans les années Assad, l'arrivée de la dictature Assad. Dans cette période entre les années, entre notre indépendance française et l'arrivée des Assad, il y a eu beaucoup de coups d'État. En réalité, les militaires ont pris le pouvoir, mais ces coups d'État n'étaient pas dans le sang, il n'y avait pas d'effusion de sang. Ils occupaient le palais présidentiel, ils occupaient la chaîne, la seule chaîne et la radio locale, et ça se limitait à ça, et on changeait de président. La vie continuait, la liberté d'écrire des journaux continuait, il y avait une vraie vie militante à l'époque qui continuait à exister malgré cela. Et tout a changé avec l'arrivée du Parti Basse. Et tout cela, je l'écris à travers des témoignages dans tout le livre. J'écris cette série qui naît après l'indépendance, comment on en arrive au Parti Basse, comment on en arrive à cette famille qui prend la main sur le pays, hein, cette famille qui s'octroie un pays avec un slogan qui est celui du slogan Basse, le panarabisme, la libération de la Palestine, le socialisme. Et tout cela n'est que slogan. Je le démontre après, j'essaie de le démontrer par ma propre expérience, par la découverte de la Syrie, quand je rentre en Syrie à l'âge de 10 ans, quand je vois les uniformes à l'école, quand on m'impose tous les matins à l'école de crier la gloire au président, président à vie et autres. Voilà ce que je découvre, alors que je venais de l'école française à Besançon. Voilà, c'était une découverte un peu, ceux qui connaissent l'Arabe du futur, j'ai connu un peu la même chose. Alors je ne fais pas sur le ton humoristique, et je ne rajoute pas de sarcasme, vraiment c'est des faits que je décris qui sont très réels. Et comment le pays arrive à Bachar al-Assad, cette prise de pouvoir. Ce bonhomme qu'on disait, que beaucoup voyaient, il est en cravate, c'est quelqu'un de moderne, il s'est marié avec une banquière qui faisait ses études à Londres, et que tout cela, c'était que de la com, tout cela cachait énormément que les arrestations continuent, les gens disparaissaient toujours dans les prisons d'Assad, et que pire, la situation des Syriens empirait sous le règne Assad. Ça veut dire que le peu qui restait de quelques acquis, je dirais, d'institutions établies après l'indépendance, les institutions qui étaient très fortes, on avait des services de santé, on avait une organisation
territoriale qui était très forte, on avait des villes qui étaient très bien organisées. Le peu qui est resté, Assad l'a détruit, et le fils n'a fait qu'aggraver une situation où, par un libéralisme fou, en fait vraiment un libéralisme fou, il s'est emparé, lui et ses proches, de la richesse, et ils ont pillé la Syrie. Et l'a laissé en 2011, la Syrie était déjà en fait pillée. On ne construisait plus de nouveaux hôpitaux, on ne construisait plus d'universités. Damas, qui était entre 6 et 7 millions d'habitants, il n'y avait pas de transport en commun à Damas, il n'y avait pas de métro, alors qu'en 1920, les notables de Damas avaient mis en place un tramway. Vous voyez, comme à Alep, il y avait un tramway à l'époque dans cette ville qui sortait de l'occupation musulmane. Donc, et il faut le savoir, ça, qu'ils nous ont fait régresser. Cette famille nous a fait régresser sur beaucoup d'aspects. Et il n'y a pas d'aspect où on a vraiment avancé en réalité. Il n'y a pas eu de modernisme comme on l'entend. Le seul modernisme, c'est avoir attaché l'électricité dans le pays. Et ça s'est beaucoup fait dans les premières années du Baas, avant que Hafez al-Assad arrive au pouvoir. Vraiment. Les premières années du Baas, c'était de 63 à 70, où il y a eu des avancées notables. Il y avait un vrai courant dans le Baas qui était socialiste là-dessus. Et après, les militaires, la branche militaire du Baas a pris le pouvoir. Et il y a eu un putsch au sein de cette même branche militaire qui a été menée par Assad. Donc tout cela, je le décris. Et j'arrive à 2011 où j'étais franco-syrien. Je rentrais en Syrie parce que tous mes parents étaient en Syrie. Mes parents, mes sœurs, j'ai 3 sœurs qui habitaient la Syrie. Il n'y avait que moi qui étais un peu perdu seul en France. Après le bac que j'ai passé à l'école française de Damas, je suis venu à Lyon faire mes études d'informatique puis de droit. Et j'étais tout seul et je rentrais 1 ou 2 fois par an, tous les ans. Et mon seul rêve de gamin, de gosse, c'était un jour se manifester contre Assad. J'en rêvais depuis tout le temps. C'était vraiment en moi, voir ce régime tomber. C'est toujours difficile de parler de ces moments de mon enfance où, quand je vois aujourd'hui ce qui s'est passé, ce qui se passe, et je désespérais à chaque voyage parce que quand je rentrais, je voyais mes cousins qui me parlaient, qui voulaient partir. Ils me disaient comment on fait pour aller en France, comment on fait pour quitter ce pays. Mais je leur dis c'est ici qu'il faut changer. C'est pas que partir. Et je ne croyais pas à cette révolution. Vraiment, je ne croyais pas qu'un jour on verra les Syriens se révolter. Mais mon absence de 98 à 2011 m'a fait peut-être perdre de vue cette jeunesse qui a connu Internet à cette période-là, qui s'est éduquée, qui s'ouvrait. C'était une jeunesse, c'était ma génération, mais moi je grandissais en France. C'était une jeunesse qui aspirait à la liberté, qui regardait, qui était très éduquée. Hein. Les universités syriennes étaient blindées, on avait des centaines de milliers d'étudiants tous les ans. Et que je n'ai pas vu cette évolution de cette jeunesse qui était en manque de perspectives énormes dans ce pays, effectivement. La seule perspective pour tous ces diplômés, c'était soit émigrer pour travailler ailleurs et construire sa vie, soit rentrer en tant que fonctionnaire ou dans l'armée et devenir un fonctionnaire corrompu. Voyez, et qu'ils attendaient tous une étincelle. Et l'étincelle est venue de Bouazizi en Tunisie, clairement. Et je vais reparler des débuts de la révolution syrienne, peut-être raconter l'histoire de ce début de cette étincelle. Comment c'est arrivé? Il y a eu la Tunisie, Ben Ali qui est tombé, l'Égypte, Moubarak qui est tombé, et les Syriens bouillent, vraiment. Et le régime, qu'est-ce qu'il dit à cette époque? Il dit oui, mais nous, vous comprenez, on est anti-impérialiste, donc ça ne tombera pas dessus parce qu'on est contre les Américains, contre les Israéliens, juste dans la parole et dans la posture. Donc notre population nous aime, il nous arrivera rien. Sauf qu'en arrière-plan, ils préparaient la riposte. Ils savaient que ça allait arriver. Et j'ai un témoignage de Jabr Choufi, qui est un ancien militant communiste qui est de ma ville, dans le livre, qui en parle. En janvier, avant les premières manifestations en Syrie, il a été convoqué par les services Sbir d'Assad, les services de sécurité. Et les services de sécurité qui disaient comment vous voyez la situation? Il leur dit mais c'est explosif. Vous comprenez pas, ça fait des années. Lui, il a été emprisonné entre 2000 et 2011, 2 ans de prison, parce qu'il avait signé un appel de Beyrouth, l'appel de Damas à l'ouverture, à la modernité. Il leur dit ça fait des années qu'on vous parle de cette jeunesse qui aspire à vivre libre, qui aspire à plus d'espace, et vous, tout ce que vous faites, c'est réduire les espaces de liberté, le peu d'espace qui nous reste, c'est nous pousser encore plus dans la corruption et autres. Et il dit, mais si vous voulez la guerre, l'officier qui l'entretient avec lui, si vous voulez la guerre, vous l'aurez. Il lui dit ça. Il dit, mais moi je ne veux rien.
Moi, je ne maîtrise pas cette foule, ces étudiants qui manifestent. Je ne les maîtrise pas. Nous n'avons pas de réseau. Vous avez tout détruit, l'espace politique et tout. Donc, vous me parlez à moi, mais quel pouvoir j'ai face à cette jeunesse où 50% des Syriens avaient moins de 30 ans à l'époque, en 2011. Et arrive un fait, arrive quelque chose, un acte héroïque de jeunes enfants à Dera. Ils ont entre 10 et 14 ans. 10 enfants qui vont taguer sur l'école de le mur de leur école « Ejek Dor ya Doctor ». Ça veut dire que ton tour est venu, docteur. Docteur, c'est Bachar al-Assad, c'est l'ophtalmo. Donc c'est docteur. Ils écrivent ça sur le mur. Ton tour est venu, ça veut dire qu'après Moubarak et après Ben Ali, c'est toi. Voilà ce qu'ils ont écrit. Le responsable de la sécurité de la ville s'appelle Atef Najib. Atef Najib, c'est le cousin d'Assad. Il les arrête, 10 enfants, il les arrête, 10-14 ans. Il les torture, il y en a un qui perd l'œil dans un acte de torture. Et une délégation de notables de la ville vient le voir. Et il rentre chez lui dans son bureau, c'était en février 2011. Ils lui disent « Monsieur, c'est bon, on a compris le message, c'est que des gosses. Tout le monde a compris, relâchez-les et vous n'entendrez plus parler de tout cela, il n'y aura plus rien. » Et Atef Najib lui répond, donc, le cousin d'Assad, « Vos gosses, vous les oubliez. Je vous conseille d'en faire d'autres. Et si vous ne savez pas comment en faire, envoyez vos femmes et moi je vais vous montrer comment faire. » Voilà la réponse qu'a été Atef Najib. C'est ce qui déclenche les premières manifestations à Dera. C'était le mi-mars, le 15 mars. Tout de suite, dans les heures qui suivent, la 4e division de Maher al-Assad, du frère d'Assad, du frère de Bachar, arrive et encercle la ville. Mais tout de suite. Les premières manifestations, on a déjà plusieurs centaines de morts. J'arrive le 2 avril en Syrie pour participer à ça. Le 2 avril, c'était après le premier discours. Et le bilan, on n'estime pas, on ne sait pas encore, on ne pourrait pas le dire, mais on est autour des 500-600 morts sur les premières manifestations. Et le scénario se répète. Il y a une manifestation, il y a des morts il y a des morts dans la manifestation, il y avait déjà des snipers sur l'hôpital de la ville de Dera qui tiraient sur les ambulances, ceux qui ramenaient les blessés de la manifestation. Ils tiraient déjà. C'était déjà en mars 2011, après quelques heures ou quelques jours de manif. Tout était déjà prêt. Les snipers, c'était l'idée déjà, c'était l'expérience du régime iranien sur la révolution qui a eu lieu en 2009 en Iran. C'était vraiment, ils avaient tout déjà établi le plan, en fait. Tout était établi. Et que, en manifestant, vous avez des morts, il y a des cérémonies pour les enterrer, ils vont tirer sur les cérémonies. Et l'engrenage est là. Le régime pensait que lui, en envoyant ses chars, parce qu'il a envoyé ses chars, l'article que j'ai écrit à rue 89, publié sur rue 89, qui datait du 5 avril, j'étais à Damas, de manière anonyme, je disais que Bachar al-Assad prépare un bain de sang. Et j'étais loin de penser que ce bain de sang serait la Syrie de 13 ans aujourd'hui. Vraiment, personne ne pouvait imaginer qu'on en serait là. Et donc, mais le régime pensait pouvoir agir comme il a fait à Hama, le massacre de Hama qui avait eu lieu en 82. Exactement pareil. On envoie l'armée, on bombarde, on tue, ça va calmer tout le monde. C'est ce qu'il pensait. Sauf qu'on n'est plus en 82. On a beaucoup plus de jeunes, on a des médias sociaux, on a des réseaux sociaux, on a des communications, et que cette jeunesse, elle veut en découdre avec son régime aussi. Il y a une réalité, c'est qu'on n'en peut plus. Les jeunes aspirent à vivre librement. Et on avait toutes les universités ont manifesté massivement. De Dera, ça est allé à Homs, c'est allé à Damas, dans la région, dans les banlieues de Damas, parce que Damas était quadrillé, vraiment quadrillé. Dans les banlieues, on essayait de rentrer à Damas pour tenir la place des Omeyyades au début. On voulait tenir la place des Omeyyades, qui est une des places centrales de Damas. Sauf que c'était un déluge de feu à chaque manifestation. C'était 50 à 100 morts à chaque fois dans les manifestations. Il n'y avait personne d'armé chez les Syriens. On n'était que des étudiants. Et c'est à cette époque-là qu'on envoie des milliers de Syriens dans les prisons d'Assad. Certains sont toujours là aujourd'hui dans les prisons, s'ils ne sont pas morts, et ça, on n'en sait rien, s'ils sont en vie ou pas. Il y a eu en tout, on estime, à 1,5 million de Syriens qui sont passés par la case prison à cette période. On était 21 millions. C'est immense. Ils embarquaient tout le monde. Et quand vous entrez dans les prisons d'Assad, vous n'êtes jamais sûr d'en sortir.
C'est une réalité. Les fils de bonne famille qui avaient des contacts avec le régime sortaient de leurs gosses et les envoyaient en Europe. Ils avaient les moyens. D'autres étaient oubliés. C'est clairement ça, où on les oubliait et mouraient. Et dans la barbarie, comme je vous le dis, la barbarie est arrivée très tôt. C'est cette barbarie qui va pousser à l'émergence de certains mouvements islamistes très, très puissants. Et c'est une des causes de cette barbarie. Dans la barbarie, en mai 2011, le régime fait enlever un enfant d'une manifestation à Daraa. Il avait, je pense, il s'appelle Hamza Khatib, il avait 11 ans à l'époque. Il était probablement avec les jeunes de son quartier. Le corps est envoyé à la famille 4 semaines plus tard. Un corps, mais terrible à voir. On a les photos circulent. Ils ont coupé son sexe, ils l'ont brûlé aux cigarettes. Un enfant, ils ont fait ça. Le message était « Nous ne reculerons devant rien, quitte à torturer et à tuer des enfants sous la torture ». C'était ça le message qui était envoyé aux Syriens. C'était nous terroriser. Ils voulaient absolument qu'on arrête de manifester. Et c'est l'effet inverse qui se produit. Cette barbarie, elle va pousser encore plus les Syriens à manifester, à se dire qu'il faut en finir avec ce régime. Très tôt. Et malheureusement, on a été abandonné de tous. Quand je vous dis, quand vous regardez le parcours, en septembre, il n'y a toujours pas de combat. Il y a 5000 manifestants morts. En septembre. Et c'est en août 2011, au bout de 3500 morts, que Obama dit que Assad n'est pas légitime. Et il faut qu'il quitte. On a vécu 5-6 mois de tuerie, et c'est là où on se dit, mais c'est les Américains qui complotaient contre Assad et tout, et le complot impérialiste, blabla. Sauf que quand c'était Moubarak, au bout d'une semaine, il a réagi. Quand c'était en Libye, pareil, ils ont réagi très vite. En Syrie, il faut savoir qu'Obama cherchait la paix avec Assad. Pourquoi ? Parce qu'il voulait retirer ses troupes, et ça je l'écris. Il voulait se retirer les troupes américaines d'Irak, et il fallait pacifier la Syrie. Et donc, il cherchait surtout pas à le brusquer. Autre chose qui est venue aussi dans le circuit géopolitique, c'est l'accord sur le nucléaire avec l'Iran. Et l'Iran avait mis comme condition sur l'accord sur le nucléaire aux Américains de ne surtout pas toucher à leur ami Assad. C'est une des raisons de la non-intervention en 2013. Oui, c'est cela. Mais le pire des massacres, et ce qui pousse vraiment beaucoup les Syriens à prendre les armes, se passe en 2012. 2011, on est dans une configuration, fin de l'année 2011, où beaucoup de Syriens, ceux qui ont fait défection de l'armée. Beaucoup. Aujourd'hui, on estime qu'ils sont 100 000 qui sont partis de l'armée d'Assad. Beaucoup de Syriens ont fait défection, et ce noyau d'officiers qui ont créé un mouvement des officiers libres au début, avec un officier syrien qui est parti en Turquie, qui a été en fait enlevé en Turquie par les sbires d'Assad, et il a disparu dans les prisons. Il s'appelle Halmouch. Ils avaient mis pour objectif de défendre uniquement les manifestations et de ne pas lancer des attaques. Donc ces officiers, ces soldats qui ont fait défection, surtout à Homs par exemple, ils protégeaient les quartiers où il y avait les manifestations. Ils refusaient de mener au début les attaques. Mais il faut savoir qu'en 2012, c'est là où les sbires d'Assad commettent les pires crimes contre les Syriens. Mais vraiment, quand je vous dis les pires crimes, comme le massacre de Houla, de Karamazetoun. Les sbires d'Assad vont dans des localités sunnites, arabes sunnites. Et je le dis, je pense que dans mon livre, faisant partie de la minorité druze, je ne prends jamais parti pour ma minorité et je dis les choses telles qu'elles sont là-dessus. Ils vont dans ces localités sunnites et ils massacrent au couteau des civils, des femmes, des enfants. J'ai fait de nombreux témoignages sur ces massacres et sur les rescapés de ces massacres. Tout y passe. Et c'est au couteau. C'est pas la barbarie de Daesh. C'est des gens qui étaient des sbires d'Assad dans son armée et autres, et qui violent, torturent et assassinat de masse dans ces localités-là, durant toute l'année 2012. Et c'est ce qui pousse beaucoup de Syriens à prendre les armes et à mener des attaques à ce moment-là. On n'est plus dans une pensée qu'il faut juste se défendre ou défendre les manifestations, mais maintenant, il faut aller et libérer le territoire par les armes. Et c'est là où commence à prendre la forme, et c'est là où aussi, malheureusement, certains basculent dans cet extrémisme, parce que quand vous voyez la monstruosité des massacres, on est face à quelque chose, ils sont passés inaperçus ici, c'est ça. Alors j'ai participé à la rédaction d'un livre, qui est le livre noir d'Assad en Syrie, il fait 800 pages, j'ai 2 chapitres là-dessus, et on a essayé, 800 pages, on a essayé de documenter les massacres les plus importants, et il est loin d'être complet.
ce livre, comme je vous le dis, de 800 pages. On parle de tous ces massacres, pratiquement tous ces massacres de l'année 2012, avec des témoignages de rescapés qui sont terribles, terribles. Donc on est dans une configuration où les Syriens n'ont pas le choix sinon de prendre les armes. Mais c'est une réalité, on est poussé à cela. On est abandonné de tous. Et c'était un piège de prendre les armes, mais quel choix se posait à nous? Et entre-temps, la barbarie continue. Et la pire barbarie, probablement, je ne sais pas ce qu'il y a de pire, comment on peut classer vraiment la barbarie, mais c'est ce qui se passe dans les prisons d'Assad. Aujourd'hui encore, on est incapable de savoir combien sont morts dans les prisons d'Assad. On a identifié, grâce à des photos de déserteurs, grâce à des actes de décès qui arrivent à l'administration, on a identifié depuis 2011 15 000 morts sous la torture. Ce sont ceux que l'on connaît, 15 000 morts. La réalité est probablement 10 fois pire. Et je n'en sais rien, vraiment, 10 fois pire. Dans ces 15 000 morts, il faut savoir qu'il y a 621 Palestiniens morts dans les prisons d'Assad. 621 Palestiniens. Pour vous donner un chiffre, et c'est pas du tout, je ne cherche pas à excuser Israël, mais pour vous donner un... Entre 1967 et 2022, moins de 400 Palestiniens sont morts dans les prisons d'Israël. 621 entre 2011 et aujourd'hui. Vous voyez, ça interpelle aujourd'hui sur notre indignation, parfois, qu'on a oubliée pour les Syriens. Et surtout certaines positions politiques qu'on a oubliées. Alors, je voudrais vous lire pour juste vous donner un petit exemple de ce qu'a vécu les Syriens. Est-ce qu'on continue de vivre? Comme je vous dis, aujourd'hui, il y a 150 000 détenus otages du régime syrien. 150 000 aujourd'hui. Que personne ne les demande. Personne. Il y a eu des rencontres. Il y a eu l'accord 2254 à l'ONU qui stipulait leur libération. Il y a eu des négociations. Personne ne les revendique, ces 150 000 otages. Tous les jours, parmi eux, il y a 15 à 20 morts syriens. Rien que dans la prison de Siet Senaya, on estime, d'après les rapports d'Amnesty, qu'il y a 15 morts par jour. Rien que dans la prison de Siet Senaya. Vous voyez, on est incapable. Aujourd'hui, la communauté internationale, on voudrait nous faire croire qu'on aurait été incapable de mettre la pression pour faire libérer ces Syriens. Et le pire, c'est qu'il y a des Américains qui sont morts dans les prisons d'Assad, des citoyens américains. Il y a des citoyens français. Mazen Dabar, je l'ai connu, il était à l'école française de Damas, c'était notre CPE. Pendant des années, je l'ai côtoyé, c'était notre grand frère. Il a travaillé pour la France pendant des années à l'école française de Damas, il était citoyen franco-syrien. Il est mort sous la torture avec son fils de 20 ans, parce que son fils a manifesté en 2011. On pense qu'il a manifesté, on n'est même pas sûr. Et personne n'en a parlé. Un médecin britannique qui est allé en Syrie dans un hôpital clandestin parce qu'ils étaient bombardés, ils l'ont attrapé, le régime Assad l'a attrapé, il est mort sous la torture. Ils ont renvoyé juste son corps en Angleterre. Où est l'indignation? Où est-elle face à cela? Comment a-t-on pu laisser ouvertes les portes de l'horreur? Et là, je vais vous lire, juste pour comprendre quelle est l'horreur de ce qui se passe dans les prisons syriennes. C'est le témoignage d'un médecin qui travaillait dans un hôpital de la Croix-Rouge en 2012, du Croissant-Rouge. Et à un moment, il y a tellement de morts dans les prisons d'Assad qu'on demande à certains médecins de venir dans les prisons pour soigner, si on peut appeler ça soigner, les Syriens qui subissent la torture. C'est pour soigner de la torture. Vers juin 2012, tout ça c'est son témoignage à Koblenz en Allemagne, parce qu'il a témoigné dans le cadre du procès des sbires d'Assad. Vers juin 2012, plusieurs membres armés de la branche d'Al-Khatib, c'est une branche de sécurité, sont venus à l'hôpital du Croissant-Rouge. Ils ont parlé avec le chef du service, et il a été convenu que l'hôpital enverrait une équipe médicale au centre des détentions chaque fois que cela était nécessaire pour y soigner les patients, entre guillemets. Vers la mi-août, les visites ont commencé au rythme d'une à deux fois par semaine. À notre première visite, nous étions complètement hébétés. Ce que nous avons vu ce jour-là dépassait de loin tout ce que nous avons étudié en tant que médecins. C'était incroyable. La délégation médicale se rendait à l'antenne Al-Khatib, donc c'est un centre de détention qui est à Damas, sous la supervision de ses membres qui indiquaient aux médecins par où entrer et comment agir. Les agents expliquaient aux médecins qu'ils ne devaient pas avoir peur de ce qu'ils allaient voir, qu'il est interdit de parler aux détenus, sinon de leurs maladies et blessures, mais sans en demander la cause. Par exemple, si un médecin demandait à un détenu pourquoi il ne pouvait bouger sa main, et que ce dernier répondait que c'était dû à la torture, il était immédiatement battu par l'un des agents.
Le médecin entendait les bruits de torture, mais il n'a pas vu le process de torture, ce médecin-là. Décrivant ce qu'il a vu et soigné personnellement dans le sous-sol de la succursale Al-Khatib, il dit « Les blessures étaient principalement des furoncles, des abcès et des blessures aux mains et aux pieds, ainsi que des hématomes sur certaines parties du corps. Les membres de certains avaient gonflé et atteignaient parfois 5 fois la taille réelle de la main ou du pied. Certaines blessures aux pieds étaient ouvertes et des fractures ont également été observées. Au début, en tant que médecin, nous pensions que ce qui était arrivé à ces détenus était le résultat de batailles ou d'affrontements militaires antérieurs. Mais certains détenus ont commencé à nous parler. Nous sommes torturés ici, s'il vous plaît, aidez-nous. Les cas que nous avons vus là-bas, nous n'en avons jamais vus à l'hôpital. J'ai vu des maladies chroniques, comme le diabète et l'hypertension, sur de très jeunes détenus. Ces maladies sont liées aux conditions dans lesquelles ils étaient placés. Très grand nombre de détenus dans une petite cellule, pas de soleil et pas d'air sain. Détention prolongée et torture, dont j'ai moi-même constaté les effets. J'ai un jour examiné le bras d'un détenu qui avait enflé. Nous l'avons traité avec une incision de la main pour retirer le pus. Nous en avons retiré environ 10 litres. Nous avons vu des détenus dont les corps ressemblent aux photos du déserteur César. C'est les fameuses photos, 27 000 clichés d'un déserteur, 27 000 clichés de 7 000 détenus morts sous la torture. Avec les numéros, comme on le faisait dans les camps de concentration. Il y a des numéros. Excusez-moi pour le point de vue. Les médecins n'étaient pas libres de décider de qui devait être transféré à l'hôpital. Ce sont les officiers qui prenaient ces décisions. Nous n'étions même pas autorisés à déterminer la quantité de médicaments administrés aux détenus. Le taux de mortalité des malades était d'environ 50%. En ce qui concerne les corps, le rôle du médecin était de les examiner et de constater le décès sans en déterminer la cause comme le fait un médecin légiste. Ainsi, il n'était pas déclaré que la cause principale du décès était la torture. Le témoin déclare qu'au cours du premier mois de travail à la branche Al-Khatib, il a vu une dizaine de corps. Le premier décès dont il a été témoin était à l'intérieur de la prison à la suite d'une insuffisance rénale. Après quoi, il avait eu de nombreux décès entre maladies chroniques, empoisonnement du sang ou malnutrition. Sur les cadavres, le témoin ne sait ce que la branche en faisait. Il sait qu'ils n'ont jamais été placés dans la morgue de l'hôpital. Ce sont les membres de la branche Al-Khatib qui les emmènent vers une destination qui lui est inconnue. Sur le nombre de personnes traitées entre juillet et septembre 2012, le témoin répond qu'il a soigné environ 200 détenus, et dont 100 sont morts. Donc juste lui, ce médecin. À la question « Avez-vous la possibilité de quitter votre travail ?» Le témoin répond « Quand j'ai commencé à travailler avec le Croissant Rouge, tout allait bien, jusqu'à ce qu'on nous appelle à la branche Al-Khatib. Ce qui se passe dans cette branche n'est normal ni pour les humains, ni pour les malades. C'est la situation en Syrie depuis 50 ans. Personne ne peut parler. On a tous peur. Nous avons essayé d'aider les patients autant que nous pouvions, mais nous n'osions pas parler, même à nos familles. Une fois, le médecin responsable du Croissant Rouge nous a demandé « Que pouvons-nous changer ?» Rien. Vous avez vu de vos propres yeux. Ce qui n'a pas changé ne changera pas maintenant. Notre responsabilité était d'aider les malades, et c'est ce que nous avons fait. Un de mes professeurs à la faculté de médecine de l'université de la NEP a été arrêté par l'une des branches de la sécurité qui a demandé une rançon pour sa libération. Et parce que la famille n'a pas payé, il a été tué. Sa tête détachée de son corps ont été jetées dans la rue. Alors, là, je vous parle d'une branche. Les corps, ce médecin ne savait pas où ils allaient, où ils atterrissaient. Et maintenant, je vais vous lire un court extrait du témoignage d'un des responsables qui enfouissait les corps. Donc c'est l'autre partie, c'est une autre personne qui a témoigné aussi à Koblenz. Et je suis désolé de la dureté de ces témoignages, mais vous allez comprendre la tragédie que nous vivons depuis 13 ans. Un ancien membre de l'unité militaire en charge d'enterrer les corps des prisonniers dans les fosses communes a témoigné en Allemagne le 9 septembre 2020 dans le cadre d'un procès d'un ancien officier du régime Assad. Son témoignage concerne des faits qui se sont déroulés entre 2011 et 2017. J'ai traduit les quelques passages parce qu'il a parlé en arabe. Nous nous rendons en moyenne 4 fois par semaine sur les 2 terrains réservés pour les fosses communes. Ils sont situés à proximité de Damas, localité de Najaf à Proteïfa. C'est environ à 20 km de la capitale. À chaque fois, nous devions nous charger d'enterrer via une pelleteuse et un bulldozer un à plusieurs conteneurs de cadavres, entre 300 et 700 conteneurs. 1 à 2 fois par semaine sur 5 ans. À l'ouverture du conteneur se dégageait un gaz. Le son de décompression précédait les odeurs. L'odeur des cadavres reste dans le nez, rien n'y fait. Elle est dans notre tête. J'ai vu des rivières de sang et d'asticots. La première fois, je n'ai pas mangé durant plusieurs jours. Le corps était nu, couvert d'échymoses, de brûlures, des pieds et des mains sans ongles. Sur certains cadavres, le sexe avait été sectionné. Question du juge, y avait-il parmi ces cadavres le corps de femmes et d'enfants? Réponse, il y avait des femmes, des filles, des enfants. J'ai moi-même vu sous un amas de cadavres le corps d'une femme qui serre le cadavre de son enfant dans les bras. Apparemment, ils sont morts ensemble.
Ce jour-là, je me suis effondré. Le témoin s'effondre quelques instants plus tard et la séance est suspendue. Il n'est pas le seul à en parler. Ils sont plusieurs. Ils sont 3 à avoir fait partie de cette unité. Donc, cela, où je veux en venir, si vous voulez, c'est une partie des crimes. L'autre partie, quand je vous ai parlé de 2012-2013, elle a commencé par les massacres au couteau dont j'évoquais, mais quand la révolution est arrivée à Alep, Assad a compris, Alep c'est la deuxième grande ville de Syrie et la capitale économique, il a compris qu'il ne pourrait pas reprendre la main sur 21 millions d'habitants vu l'étendue de la révolte, c'était fini. Et là, il a eu dans l'idée de changer la population. Un vieil adage stalinien, ton peuple veut plus de toi, ben tu changes de peuple. Et il a commencé à bombarder massivement la Syrie. Alep, été 2012, c'est là où l'aviation est rentrée en jeu. L'aviation, les missiles Scud, c'était en novembre. Les missiles Scud, ça vous détruit tout un quartier. C'est pas du tout intelligent comme arme, ça a la capacité de destruction de 2-3 immeubles, entièrement. Et les bombes barils. Les bombes barils, c'était depuis des hélicoptères ou des avions. C'était des conteneurs remplis d'explosifs qu'ils jetaient sur la population. L'objectif, si vous voulez, c'était vraiment de faire fuir la population syrienne, la majorité arabe sunnite, qu'ils considéraient comme non loyaliste, parce que c'était la population qui s'était le plus révoltée, et que aussi, en fait, il voulait faire tenir le discours que c'est des gens qui sont affiliés à l'islam et que moi je protège les minorités. Donc il a utilisé 2 méthodes de répression qui sont très différentes. Une dans les régions des Druzes, comme la mienne, où quand je manifestais à la Soueda, il n'y a jamais eu tiré un coup de feu. Il fallait que la réalité de son discours colle à ce qui se passait sur le terrain. Et dans les zones sunnites, où il tirait dès la première manifestation, où il a bombardé des quartiers, le premier bombardement, ça s'est passé depuis les navires syriens de guerre sur la ville de Latakia dans les quartiers sunnites, en 2011. 2012, c'est là où vraiment il utilise l'aviation. Et dans le drame que nous vivons sur l'usage d'aviation qui vise les civils, qui ne vise pas les militaires, il voulait pousser la population syrienne à fuir massivement. Et c'est ce qui s'est passé. Ça a très bien marché. Les Syriens aujourd'hui, sur 21 millions, on est plus de 13 millions de réfugiés dans le monde et d'exilés. C'était une volonté. Donc quand on nous parle aujourd'hui qu'on va pacifier pour que les gens rentrent chez eux, alors que c'est lui qui nous a expulsés, on rigole jaune, nous les Syriens, à entendre ce type de discours. Ce qui est de terrible, c'est que depuis 2012, on nous regarde subir ces bombardements. Et jamais ceux qui avaient pris les armes, les soldats qui ont fait défection, n'ont reçu une arme pour contrer ces avions. Jamais on n'a reçu une arme anti-aérienne. Il y avait des batteries anti-aériennes qui étaient postées à la frontière turque de l'OTAN, qui auraient pu protéger jusqu'à la ville d'Alep, tout le nord syrien, protéger au moins les civils, pas envoyer de soldats sur le sol, pas donner d'armes qui pourraient tomber, soi-disant, entre des mauvaises mains, au moins protéger les civils et le nord de la Syrie. Jamais ils n'ont activé ces batteries de missiles anti-aériennes pour protéger les Syriens. L'histoire de la Syrie, c'est l'histoire d'un abandon d'une population. Et c'est plus qu'un abandon, parce que ce que vous voyez aujourd'hui, elle est au centre de l'actualité alors qu'on n'en parle pas. Cette barbarie, cette normalisation de la guerre via des crimes contre l'humanité, elle s'est passée en Syrie. Et les barbaries aujourd'hui, elles se diffusent de partout. Cette façon de faire la guerre en bombardant les hôpitaux, les écoles, les boulangeries, les marchés, Netanyahou n'a rien inventé à Gaza. Le siège de Gaza, c'est le siège de Yarmouk, du camp de réfugiés palestiniens de Yarmouk, qui a été assiégé pendant 2 ans par Assad et le Hezbollah. Parce que les Palestiniens là-bas savaient que Assad n'a jamais été l'ami des Palestiniens. Ils le savent très bien. C'est celui qui a participé à l'expulsion d'Arafat du Liban. Et on peut remonter dans les ignominies d'Assad contre les Palestiniens très très longtemps, et très loin on peut y remonter. L'impérialisme qu'il prétend lutter, il a toujours servi à ça. Et malheureusement, le discours, aujourd'hui, en Occident, tient sur cet impérialisme-là. En 2013, quand il y a eu le massacre chimique, Mélenchon est allé manifester comme Marine Le Pen, en disant « on nous refait le coup de l'Irak avec les armes chimiques ». Sauf que l'Irak, c'était une filiale de Colin Powell à l'ONU, et là, c'était 1400, dont 400 enfants qui étaient morts dans la Ghouta, asphyxiés par le sarin.
voyez, et ce discours qui est là depuis 10 ans, depuis 13 ans, qui a imprégné beaucoup de gens, il fait aussi le jeu de nos dirigeants qui ne veulent pas intervenir. Quand les choses ne sont pas claires par le discours flou, eh ben, Obama, il refuse d'intervenir. C'est très simple. Je vais vous raconter l'histoire de l'abandon du Parlement britannique de l'intervention, parce que après l'Irak, il y a eu une loi qui oblige en fait le Premier ministre à consulter le Parlement pour intervenir. On ne peut plus, l'Angleterre ne peut plus décider d'une intervention militaire comme ça. Donc il y a eu un projet de loi directement après le massacre d'août 2013 pour intervenir à l'époque au Parlement britannique. L'intervention a perdu de 7. C'est pour ça que les Britanniques, de 7 voix d'intervention. C'est pour ça que les Britanniques ont reculé. Qui a œuvré pour cela? George Galloway. Qui est George Galloway? Vous voyez, quelqu'un du courant anti-impérialiste qui était chroniqueur de la chaîne Al-Mayadeen du Hezbollah, qui avait touché la même année 50 000 € de cette chaîne. Un pro-Iran. C'est lui qui a favorisé la non-intervention de Syrie. Et ce qui faisait l'affaire des Britanniques, ils ne voulaient pas de toute façon intervenir, pas vraiment. Il y avait une question morale, et probablement que l'intervention n'aurait ciblé que les avions d'Assad. Mais déjà, c'était ça. Ils ne voulaient pas envoyer de soldats, et personne ne voulait envoyer de soldats au sol. Mais face à cela, on a reculé. Cette impunité, elle est dramatique, parce qu'on le voit aujourd'hui, toutes les guerres ressemblent à ce qui s'est fait en Syrie, depuis. Quand on bombarde aujourd'hui Gaza, vous les entendez, les porte-paroles de l'armée de Tsahal, justifier qu'il y avait un terroriste dans l'hôpital ou dans l'école? Alors, je vais vous lire, pour vous rendre compte, je vais vous lire ce qu'a dit Mélenchon en 2018. En 2018. C'est ses paroles, la vidéo, je l'ai diffusée, elle est présente sur la chaîne LCP. Les Russes sont arrivés, et à peine arrivent-ils, et se donnant pour moyen de frapper Daesh, y parvenant avec un certain succès, qu'ils se font reprocher de bombarder les opposants et la population civile. Si c'est une ONG qui le dit, doit-on la croire pour autant? Parce que, d'après lui, c'était que des paroles en l'air. Pourquoi ne pas me croire moi? J'ai au moins d'aussi bonnes informations. Croyez-moi, que doit-on faire? Ils bombardent les populations civiles? Est-ce vrai ou pas? Ben oui, vous connaissez une guerre où on bombarde pas les civils qui ne reçoivent pas de bombes. Voilà ces paroles. Ce sont les mêmes aujourd'hui que celles du porte-parole de Tsahal. Exactement les mêmes. Ces paroles-là, dans les courants qu'on entend dans les courants de gauche, souvent qu'on a entendu, et je suis très en colère contre ces gauches-là, vous pouvez comprendre, eh ben, elles servent aujourd'hui, on utilise les mêmes en Israël. Elles servent à flouer l'opinion. Elles ont énormément servi à flouter la réalité, à jeter un discrédit sur nous, les opposants syriens. Nous faisant passer pour des agents du Mossad ou de l'OTAN ou de je ne sais pas quoi. Alors il faut savoir que c'est documenté, hein, de 2015 à 2018, Poutine et Assad ont bombardé 520 fois des hôpitaux, entre 2015 et 2018. On a les enregistrements des pilotes avec leurs cibles, ils se donnaient les coordonnées en direct, en fait, des enregistrements audio qui ont été diffusés, où ils donnaient les coordonnées des hôpitaux à bombarder, directement. Et on a les vidéos des bombardements, bien sûr. Il suffit de regarder le film Pour Sama, qui est un documentaire réel. Hein. Pour Sama, c'est un film documentaire de Waad El-Khatib, qui est aujourd'hui à Londres. C'est son mari qui était directeur d'un hôpital à Alep, qui vous montre la réalité des bombardements qui ciblaient directement les hôpitaux. Et c'est ce qu'on a normalisé depuis. Et quand je vous dis que Netanyahou a œuvré pour l'impunité d'Assad en 2013, ce que l'on sait moins, c'est que quand Obama a renoncé, c'était un accord qui a été fait et ça je l'écris, dans les cuisines de Netanyahou. C'est Netanyahou qui a œuvré pour ne pas intervenir contre Assad en 2013. Et qui a appelé Poutine et Obama pour qu'ils se mettent d'accord sur le retrait des armes chimiques, et on ne parle plus du massacre. Parce que les Syriens crèvent, c'est une chose, mais on retire les armes chimiques qui sont la seule menace contre Israël, et qu'on maintient un dictateur qui se dit anti-impérialiste, mais dont son seul objectif, c'est de se maintenir au pouvoir, et sa seule nuisance, elle est contre les Syriens aujourd'hui. C'était ça, son calcul. Et on en est là aujourd'hui sur une guerre qui s'est diffusée à un rythme effréné. Et quand je vous dis, c'est ça aussi qu'on ne mesure pas aujourd'hui, cette lecture qu'ont fait certains. Quand Poutine est intervenu en 2015,
Qu'est-ce qu'il avait en tête? Et il avait une répétition pour l'Ukraine aussi. Il faut le savoir, 2014, place Maïdan. C'est ce qui s'est passé, 2014, place Maïdan. La révolution, que certains encore disent que c'est l'OTAN et autres, la révolution Maïdan, 2015, il intervient, il voit la réaction, il teste la réaction occidentale et il n'y en a pas, c'est un go. Il dit lui-même qu'il a testé 400 armes en Syrie. 400 armes ont été testées sur les Syriens. Modèle différent. Et c'était une répétition pour 2022. Et pourquoi en 2022? Parce que juste avant, il y avait eu les élections en Biélorussie, et il y avait une révolte en Biélorussie qui l'a écrasé, et qui s'est dit, Maïdan avance la Biélorussie, et après, ça sera moi. Et je vais tuer du coup, l'œuf là où il est, à Maïdan. Et c'est le sens de son intervention, que personne ne veut voir aujourd'hui, que personne n'a voulu voir, en le présentant toujours comme un fin stratège et autres, alors que c'est quelqu'un qui exporte la guerre de manière totalement criminelle. Et nous le subissons, nous l'avons subi, et qu'il n'a aucune parole. Quand il est intervenu en 2015, 3 mois après l'intervention, c'était en décembre 2015, il y a la résolution onusienne auquel participe la Russie, la résolution 2254, qui dit que gouvernement de transition en Syrie, tout de suite maintenant, vous voyez, élection dans les 6 mois, et Poutine, qu'est-ce qu'il fait? Il la signe. Sauf que qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait gagner du temps. Entre-temps, il a repris toute la région de Damas, il a repris Alep, il a repris Daraa. C'était juste pour gagner du temps. Et il a fini sa stratégie meurtrière de guerre. Et on en est là aujourd'hui. Aujourd'hui, malheureusement, je vais conclure, et peut-être après on passera aux questions, que j'espère qu'ils seront nombreuses aussi. On a un pays où on est 13 millions d'exilés. Et le pire là-dedans, c'est que même ma région Soueda, qui a été épargnée par les bombardements et la destruction, les gens fuient massivement encore. Toute la jeunesse fuit. Il n'y a pas d'avenir. Ce qui est devenu la Syrie aujourd'hui, c'est un narco-État. Assad, pour survivre, il trafique la drogue, il vend de la drogue dans toute la région. C'est exactement ça. C'est un pays sans souveraineté. Vous avez 5-6 armées étrangères. Parce que ces parrains, en fait, qui ont demandé de payer un peu l'addition, il a dû concéder le gaz, le phosphate, toutes les richesses, l'exploitation des aéroports et tout, aux Russes et aux Iraniens, dont Timchenko, qui exploite le gaz, par exemple. Le contrat d'exploitation du gaz de Timchenko, c'est un contrat digne des pires périodes coloniales. L'État syrien prend 30% et l'exploitant 70% de la production. On n'en a jamais vu des contrats pareils. Sur 49 ans, signés à un proche de Poutine, qui s'appelle Timchenko. Donc voilà où on en est. Alors que les Syriens n'ont pas de gaz pour se chauffer, ce gaz, il se retrouve sur le marché international et en Europe. Et que les Syriens n'ont ni eau, ni électricité, ni gaz. Le pays est ruiné par cette guerre. Et que Assad continue encore à emprisonner. Quand je vous dis qu'il y a aujourd'hui 150 000 encore Syriens otages des prisons. Et que personne ne demande leur libération, à part les Syriens en fait, à part nous, quelques-uns. Qui demande? Qui en entend parler en fait? Qui en parle? Oui. Nous sommes quelques activistes encore à parcourir les salles et les capitales pour en parler, mais sinon on est totalement abandonné de tous. Merci pour votre intérêt d'ailleurs d'être là, et j'espère que vous allez en parler autour de vous, mais la réalité que l'on se prend, elle est très dure. Et l'autre fait, et c'est totalement pessimiste, c'est que tout le Levant vit un chaos monstre aujourd'hui, et ça va être ma conclusion. Nous avons perdu l'espoir et puis notre souveraineté tout au Levant, du Yémen à l'Irak, à la Syrie, au Liban, aux Palestiniens. Nous ne maîtrisons plus notre avenir dans ce coin-là. Nous n'existons plus. C'est qu'un écrasement de la population qui a lieu depuis très longtemps pour les Palestiniens et depuis les années 2000 pour le reste des populations. C'est un Levant qui est dans une situation de destruction totale, un chaos, et on n'en voit pas la fin. Et c'est dramatique, c'est là le drame, parce que tous les jeunes là-bas ne veulent qu'une chose, c'est quitter. Moi, ma génération de 2011, j'avais 30 ans à l'époque, c'est rêver le changement. Aujourd'hui, à 18 ans, on n'en vise pas de changer quelque chose qui, dans un tel chaos, dans une telle barbarie, que tous veulent partir. Alors qu'on cherche à envoyer les Syriens chez eux. En tout cas, merci pour votre écoute, et puis on attend de votre question là-dessus.
questions, peut-être qui seront aussi un peu demandées d'approfondir. Merci Firas pour l'intervention. Tu as beaucoup évoqué les pays qui sont sur place, donc en 2022, mais on peut dire à ce jour, ils sont 5 pays qui disposent de forces militaires en Syrie: les États-Unis, la Turquie, la Russie, l'Iran et Israël, sans parler de Daesh et des différents groupes qui peuvent se retrouver sur place. Alors pour toi, comment tu perçois cette ingérence des puissances étrangères dans le conflit? Et aussi, ce qui est important, je pense, pour nous, Bruxelles Panther, c'est qu'on tient fort à la souveraineté des États africains, arabes, et qui ne méritent pas, comme le voudraient les pays européens, d'être divisés à tout va. Donc dans cette situation-là aujourd'hui, ce qui nous rassure aussi, c'est une position très claire, c'est de ne pas diviser ce pays en fonction des différentes composantes qui y vivent. Dans la présentation, il dit Firas lutte pour les peuples du Moyen-Orient. Ça peut paraître une grande formule bateau. Quand je l'ai écrit, je me suis dit, ça fait vraiment formule bateau pour noyer le poisson. On veut la paix partout, tout le monde veut la paix partout, mais c'est surtout, en fait, en écrivant ça, je pensais à la Syrie particulièrement, avec la composition de la population syrienne. Je vois sunnites, alaouites, druzes, ismaélites, chiites, kurdes, tcherkesses, turkmènes, yézidis, chrétiens. Et donc, avec toute cette composition, quel modèle pourrait voir le jour en Syrie? Et une chose que tu n'as pas évoquée, que j'ignorais, que je ne retrouve pas, c'est un article de la Constitution, des lois électorales, qui fait en fait que jamais dans ce pays un sunnite ou un druze pourra devenir président. Il faut qu'il soit musulman sunnite, effectivement, le président. Musulman. Donc, musulman, oui. Dans l'article dans la Constitution. Alors, la situation, on est un pays sans souveraineté, la Syrie, mais ce n'est pas le seul, le Moyen-Orient aujourd'hui. Quand on regarde l'Irak, pareil, la souveraineté irakienne, on peut se poser la question quand on voit l'influence iranienne en Irak, par les milices chiites qui occupent le pays. Pareil au Yémen, pareil au Liban. Quelle souveraineté aujourd'hui dans ce pays qui lutte pour sa survie, quand on a une milice comme le Hezbollah qui fait la pluie et le beau temps et qui est capable d'un jour au lendemain, comme elle l'a fait en 2008 ou 2009, d'occuper Beyrouth parce que la situation politique ne lui convient pas. C'est aussi tout cela, et malheureusement les conséquences des inconséquences politiques occidentales depuis 2003, l'invasion irakienne, mais du retrait et de la façon dont les Américains se sont retirés de la région. Ils se sont retirés en laissant un vide, et souvent en laissant le régime iranien avancer par ces milices qui sont ces milices chiites, ou les gardiens de la révolution, mais qui contrôlaient, et c'est avancé, ou après par d'autres avancées, et on n'a jamais cherché à confier l'Irak, par exemple, à des forces locales, et à reconstituer effectivement l'Irak en 2008-2009, au moment où Obama est arrivé. Je ne suis pas un expert de l'Irak, mais je peux dire une chose, c'est qu'il avait connu des blessures confessionnelles très fortes aussi, entre chiites et sunnites, de par la guerre 2003 irakienne, mais aussi de par 40 ans de Saddam Hussein. Il ne faut pas l'oublier aussi, qu'il n'a pas été tendre, qu'il a gouverné d'une manière aussi très confessionnelle. Ça laisse des traces. Ces traces, pour moi, je pense aujourd'hui, malheureusement, enfin malheureusement ou pas, je pense que ces pays doivent repenser les structures étatiques qu'on a connues après la colonisation. Les structures étatiques ont montré une défaillance forte aujourd'hui. On a pris un modèle qui aujourd'hui ne convient pas certainement, et qu'on doit repenser sur un fédéralisme de ces pays, un fédéralisme beaucoup plus fort. Malheureusement, beaucoup les Syriens comme les Arabes dans le coin, ils entendent fédéralisme, division, et petit État, division, c'est pas du tout le cas. Et je pense que pour penser nos blessures aujourd'hui qu'il y a entre les communautés, on va devoir un peu passer par ce fédéralisme, un fédéralisme puissant, bien sûr une phase de justice transitionnelle, sauf que malheureusement on n'y est pas. Assad est toujours là. Et personne pour faire bouger les choses. C'est pas le manque de solutions.
c'est le manque de volonté d'agir. En cela, je suis très pessimiste. Que la volonté aujourd'hui, comme on le voit, c'est d'abord les pays arabes le réhabilitent. L'Italie a renvoyé son ambassadeur. Il y a un vent européen qui veut le réhabiliter en espérant renvoyer des réfugiés. Donc on prend cette voie-là. Cette remarque que tu me dis, ça rejoint ce que je te dis, c'est qu'on n'a plus notre destin en main, nos populations de la région. Il est là le principal problème. Il faut qu'on retrouve notre destin en main. Sauf qu'on n'est pas écouté, on est écrasé. Cette région, aujourd'hui, elle est faite par la force des belligérants. Elle est écrasée, et il n'y a pas de voix politique qui s'exprime. C'est que la force, c'est la loi du plus fort, de tous les belligérants. Et c'est le cas. Et que c'est les belligérants dans leur force qui s'entendent entre eux pour redéfinir, redécouper, mettre une gouvernance entre Iraniens, Turcs, Émirats Arabes Unis, Arabie Saoudite, Américains. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans cette région, dans le désastre qu'on connaît. Alors que notre révolution, elle était là pour nous redonner le pouvoir et démocratiser tout cela. Et c'est l'inverse qui se produit. Sauf que cet inverse aujourd'hui, ou cette situation, elle est plus que problématique, parce que tous les problèmes qui ont amené à l'explosion de 2011, l'explosion populaire de 2011, partout dans le sud de la Méditerranée jusqu'en Syrie, ils sont toujours présents, mais ils sont amplifiés. Et que les défis qu'on a aujourd'hui dans cette région, ils sont énormes, et ces gouvernements, ces régimes n'apportent aucune réponse aux grands défis de la jeunesse, du réchauffement climatique. Ils les amplifient, il ne fait que les amplifier. Donc on peut prendre des voies qui sont encore pires que celles qu'on voit aujourd'hui, mais on est désarmé, malheureusement. Et tu le signales, hein, on entend très, c'est la révolution impossible, en fait, c'est le titre est clair. Et que tu vas plus loin que on fait pas, suffit pas de dire on veut plus d'Assad que pour pouvoir construire quelque chose. En fait, aujourd'hui, il y a différentes composantes avec un mot d'ordre contre Assad, mais Assad ne tient qu'aujourd'hui que par ses parrains, russes et iraniens, mais par la volonté de la Turquie aussi de le maintenir, et que par le fait que les pays du Golfe s'en accommodent. Lui ne contrôle rien, il a quelques milices qui le maintiennent et qui sont la terreur contre sa propre population, mais il ne contrôle rien. En fait, c'est le pantin de ses parrains, effectivement. Mais que nous, dans un pays où seule la force parle aujourd'hui et impose, quelle puissance avons-nous face à cela? Comment pouvons-nous nous imposer? La légitimité internationale, les résolutions onusiennes sur lesquelles plus personne répond, 2254 qui restera inappliquée encore des années. Toute la question aussi, c'est effectivement la justice internationale. Ça pose la question de l'ONU qui n'a pas réussi aussi à se reconstruire ou se redéfinir après la guerre froide, avec ces nouveaux conflits, avec ces pays émergents, où le principal, une des clauses fondatrices de l'ONU, c'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Mais qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? C'est ça qui devrait guider aujourd'hui les institutions internationales qui sont complètement absentes. Pire que cela, j'ai écrit un article sur l'humanitarisation du conflit syrien, de la révolution de la Syrie aujourd'hui, où l'ONU, même sur l'aspect humanitaire, échoue à répondre à la question humanitaire. Ils sont complètement inféodés au régime Assad aujourd'hui dans l'aspect humanitaire. Ils embauchent des proches du régime Assad. La distribution de l'aide humanitaire aujourd'hui en Syrie, elle passe par l'agence d'Asma al-Assad, de la femme du dictateur. C'est elle qui impose sa pseudo-ONG pour distribuer l'aide humanitaire en Syrie. Et que bien sûr, elle finit détournée. Et que même, je dirais, les principes de l'humanitaire en Syrie sont bafoués, comme dans beaucoup d'autres endroits, qui sont la neutralité d'abord, avant tout. Ils ne sont pas neutres quand ils confient l'aide humanitaire à Asma al-Assad, qui est largement détourné, et il y a eu des centaines d'articles là-dessus, et que ça n'a jamais bougé. On est dans une situation où les institutions internationales sont dysfonctionnelles, et ça on le voit depuis 2000, effectivement. La guerre en Irak n'a rien arrangé en 2003, et que Poutine s'est aussi engouffré là-dedans. Que les premiers à avoir ouvert la brèche à l'époque, c'était les Américains, et que les cinq membres permanents qui ont le veto ne veulent pas changer aussi là-dessus, parce que la Chine en profite largement aussi de ce veto.
Et chacun, bien sûr, chacun va faire le malin sur un dossier de l'autre. La Russie va crier à l'impérialisme quand il s'agit de Gaza, les Américains quand il s'agit de l'Ukraine, et on ne s'en sort pas, effectivement. Les populations n'ont plus leur mot à dire. Que compte aujourd'hui la voix des Syriens? Plus grand-chose. Tout d'abord, merci pour votre remarquable exposé, mais consternant et atterrant. Une petite intervention sur la dernière chose que vous avez dite, sur l'impuissance ou la complicité de l'ONU et de toutes les grandes puissances. Bon, moi je suis un anti-impérialiste depuis mes 13 ans, donc on en a vu d'autres. La première guerre dite du Golfe, il y en avait déjà une avant, Iran, Irak, mais la première guerre d'Irak, aussi, on a bien vu le cynisme total, la manière dont effectivement on a laissé, aidez-moi, je suis fatigué, Saddam Hussein massacrer aussi bien les chiites, etc., parce qu'il fallait, et on voulait le laisser en place, puis quand on n'en a plus voulu, voilà, on parlait de Pantin, on coupe bon, nous en Belgique on a connu ça avec le Mumba, etc. Je me souviens que durant la première guerre du Golfe, il y avait un camarade à moi, un britannique, marxiste, qui avait écrit un article sur l'ONU en disant l'ONU c'est pas la Croix-Rouge, c'est la mafia. C'est en fait le conseil d'administration des grandes puissances. C'est le reflet des grandes puissances. Voilà, plus purement et simplement. D'où les résolutions sur la Palestine, si on avait ça. Alors, la deuxième chose que je voulais dire, c'est plus une réflexion un peu générale, très désabusée, et à la fois je reste un révolutionnaire et mon cœur vraiment saigne. Bon, vous l'avez dit aussi, mais moi c'est vrai, sur ce qui se passe là-bas. Et pour le martyr de ce peuple et des peuples avec nous. Mais c'est que je me faisais une réflexion, moi qui ai commencé à militer à 13 ans, à l'époque je disais je ne me bats pour changer le monde. Et maintenant, de plus en plus, à mon fils, je dis je ne me bats même plus pour changer le monde, je me bats pour essayer de sauver le monde. Voilà. Et alors, dernière chose, c'est par rapport à ça, j'entends très bien votre côté tout à fait désabusé, etc. J'entends ça tout à fait, mais bon, vous qui connaissez la situation comme personne ici, que peut-on faire sur tout ça? Qu'est-ce qu'on peut encore faire, nous, ici? En tout cas, un grand merci pour la présentation. En fait, moi, quand j'étais venu, en fait, je n'attendais pas un livre comme ça. C'est un livre, en fait, que vous venez de présenter, mais ça me fait mal quand même. Parce que bon, moi, je viens de Burundi. Nous avons vécu, en fait, comme tout le monde, la plupart, donc, les États néocoloniaux. Ce que tu me dis, en fait, quand tu parles d'Assad, c'est un État néocolonial. C'est-à-dire c'est un État qui a été mis en place par des puissances ex-coloniaux, aidées par les États-Unis et peut-être d'autres alliés, vers les années 50-60. Donc c'est ça que vous vivez tout simplement. Nous, on a vécu ça aussi, mais pour être plus rapide, parce que je ne vais pas revenir là-dessus, en fait, c'est un dictateur militaire. C'est un dictateur militaire que toute l'Afrique, tous les pays, en tout cas des années 60, 70, ont vécu, mais qui reste encore jusqu'aujourd'hui. Et lui, ce qu'il a réussi à faire, c'est, au niveau géopolitique, s'en sortir. C'est la seule chose qui est. C'est ça Assad aujourd'hui. Donc, en fait, en réalité, moi, la question que je me pose pour des intellectuels, surtout donc, de votre allure, il y a un intellectuel en 1979 qui s'appelle donc Edward Said, qui a écrit Orientalisme. Les Chinois et les Indiens ont compris son message, que leur culture en fait a été un paravent pour pouvoir en fait s'en sortir avec la colonisation. Et ils ont poussé et aujourd'hui ils ont fait des BRICS. Mais les Syriens, que qu'ont-ils fait finalement? Est-ce que tu ne penses pas qu'il y a un problème là-dessus? Est-ce que tu ne penses pas en fait que la culture syrienne elle est tellement forte qu'en fait, en réalité, elle aurait pu sortir de cette question que vous posez aujourd'hui? Quand vous parlez de révolution impossible, est-ce qu'elle est impossible réellement? Est-ce que vous ne pensez pas en fait que réellement, avec la culture que vous avez, vous pouvez sortir de cette affaire? Ça, c'est la question que je voulais vous poser d'abord. Et aussi, c'est une colère aussi de ma part. Donc, je vois en fait qu'au niveau du soft power, on a utilisé chez vous, comme chez nous, en 2015, une révolution de couleur qui a raté, après une guerre humanitaire. Et aujourd'hui, par exemple, j'ai des jeunes qui sont ici à Bruxelles, qui ont été rembarqués dans des révolutions de couleur en 2015,
Et les gens qu'ils ont embarqués dedans, qui étaient payés par les États-Unis, quand ils le rencontrent dans les métros, ils les tabassent. Ils disent, vous avez gâché ma vie. Vous avez gâché ma vie parce que vous avez pris un jeune, vous l'avez mis dans une histoire qui n'est pas la nôtre, qui est une histoire géopolitique. C'était une guerre entre les Chinois et les États-Unis, chez nous en Afrique. Et ce sont des jeunes qui sont morts, qui ont fait soi-disant une révolution. Mais une révolution qui a raté, qui a échoué. Et moi, je vois en fait la même chose en Syrie. Après, il y a une guerre humanitaire. Ce sont des gens qui sont payés par la CIA, qui viennent et qui écrivent des livres pour montrer à tout le monde en fait c'est qui le méchant, le mauvais. Moi, ce que je voudrais simplement, c'est vous aider en fait à sortir de ce problème-là. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est vous les Syriens, prendre comme Edouard Saïd le chemin qu'il a donné aux Chinois et aux Indiens. C'est ça qu'il faut faire aujourd'hui. Il ne faut pas vous faire embarquer dans des histoires où on vous paye à écrire des livres pour insulter l'un ou l'autre, c'est pas ça. Aujourd'hui, il faut que vous les Syriens, vous trouviez votre solution. Et c'est ça que moi j'espérais aujourd'hui trouver, quand je suis venu aujourd'hui vous voir. C'est vrai que j'ai lu rapidement le livre, j'ai retrouvé quelques bribes intéressantes. Mais moi, en tout cas, ce que je souhaiterais pour vous, c'est pousser encore un peu la réflexion, essayer de voir comment est-ce que vous pouvez trouver une solution, comme le monsieur l'a dit, pour pouvoir vous en sortir de ce jeu d'échecs que presque tout le monde en fait a vécu. Voilà. Tu vas peut-être répondre à ça d'abord. Je vais répondre. Alors aujourd'hui, que faire? Enfin, première question, toujours en parler. Il ne faut pas oublier la Syrie, je pense, effectivement, partout, autour de nous. C'est la première des choses. Et pouvoir, parfois, si on peut aider financièrement des ONG qui œuvrent, comme je vous l'ai dit, à MEAD, par exemple, qui est très bien là-dessus, mais c'est le désintérêt qui a été aussi l'ennemi des Syriens. C'est le désintérêt de la Syrie qui a été l'ennemi des Syriens. Beaucoup, et malheureusement par des discours aussi qui ont été ambivalents, qui ont porté à confusion beaucoup de choses. Donc c'est la première chose, c'est être clair sur ce qui s'est passé et en parler là-dessus. Pour les révolutions de couleur, votre intervention, cher monsieur, c'est... Guerre humanitaire, ou autre, je vais vous dire, les gens en 2011 ne se sont pas réveillés avec un diamant sur leur compte bancaire pour aller manifester. Vous voyez, j'ai parlé des enfants d'Era au début. Ces enfants, vous pouvez même les rencontrer si vous voulez, ils sont en Jordanie là-dessus. Je vais vous donner un autre exemple. Hamza al-Khatib, l'enfant qui a été torturé jusqu'à la mort, son père est décédé dimanche dernier sans avoir justice. Le père de Hamza al-Khatib, l'enfant de 13 ans ou de 11 ans qui a été tué c'était en mai 2011. Je vais vous poser une question, monsieur. Imaginez un enfant de votre famille est enlevé par des sbires, qu'il est torturé jusqu'à la mort. Vous allez manifester ou vous n'allez pas manifester? Je vous réponds directement. Vous allez risquer votre vie pour manifester? Je vous réponds. Moi, j'ai grandi sans mon père, sans mes grands-pères. Tous ont été massacrés vers les années 60. Et j'ai grandi avec ça. Nous avons fait une révolution. C'est pour ça que je vous dis, en fait, le message que j'essaie de faire, c'est un message positif. Nous avons fait une révolution, on a récupéré notre pays. Mais en 2015, on a essayé de le remettre en problème. C'est ce qu'on a fait. 2011, c'était une révolution pour récupérer notre pays d'une main de mafia, monsieur. Qu'est-ce qu'on a fait, nous, en 2011? Qu'est-ce que vous pensez qu'on a fait? 2011, le père Assad était au pouvoir depuis 1970. Il a donné son pays en héritage à son fils. En 2000, quand le père est mort, la constitution a été changée en 5 minutes chrono pour que le fils prenne le pouvoir. Il détenait 80% de l'économie du pays. Rami Maklouf, c'était des milliards de dollars dans les banques suisses. Le fils Bassel est mort en 1994, l'aîné qui devait prendre la présidence. Il est mort dans un bolide sur la route de l'aéroport. Il allait en Autriche. Vous savez ce qu'il allait faire en Autriche? Un compte en banque de 14 milliards de dollars pour le gérer. Voilà ce que c'est notre révolution. C'était contre ça, contre une famille mafieuse qui a pris notre pays, sur lequel qui nous offrait rien et qui nous privait de notre liberté, qui nous privait de notre destin. Un dictateur sanguinaire, comme un dictateur qui torture les enfants, qui bombarde sa population à coups de sarin, monsieur. C'est pas n'importe quel dictateur. Il y en a très peu des comme ça. Il y a Saddam Hussein, il y a lui, il y a Kadhafi, il y a aussi le Kim Jong-un. Tous, l'autoritarisme n'est pas le même de pays en pays. Ben Ali, il s'est enfui au bout d'un mois et demi. Vous voyez, le président égyptien, au bout de 500 personnes mortes en Égypte, il a abdiqué.
Tous les dictateurs ne se ressemblent pas. C'est une réalité aussi. Tout régime autoritaire n'est pas construit comme la machine d'Assad, où un des amis, je ne sais pas si vous le savez, mais que celui qui a construit, celui qui a inspiré la machine de répressif Assad, c'est Alois Brunner. Vous savez qui est Alois Brunner? Non? C'est le nazi qui a déporté les juifs de Grèce. C'était lui qui a trouvé refuge en Syrie. Et c'est lui qui a inspiré la machine répressive Assad. Et on a même une torture qui s'appelle la chaise allemande, d'inspiration d'Alois Brunner. Oui, voilà comment a été construite la machine de répressif. C'est sur un modèle où tout le monde est suspect. Et que quand je vous dis, je parle dans mon livre de mon oncle emprisonné en 96, et c'est l'occasion de l'évoquer. J'ai un oncle qui travaillait au ministère des Affaires étrangères, un fonctionnaire, dont le frère était parlementaire pro-Assad. Toujours pro-Assad. Cet oncle, parce que c'est une famille qui était un peu éduquée et tout, et dans les sphères intellectuelles, reçoit un tract d'opposition un jour, glissé sous la porte. Ceux qui l'avaient mis ce tract, on ne le donne pas à n'importe qui, on cible des maisons, de gens intellectuels et autres. Il n'en parle à personne, et un jour on vient l'emprisonner, on vient l'embarquer. On ne sait pas où il est, pendant 3 mois, personne ne sait, personne n'ose poser la question d'où il est. On n'ose même pas en parler. Pourquoi ? Parce que celui qui avait distribué les tracts, il avait été arrêté. Et ils ont arrêté tous ceux qui avaient reçu les tracts et n'en avaient pas informé les sbires d'Assad, les services de renseignement. Donc mon oncle faisait partie de ceux qui avaient reçu le tract sans en parler, embarqué, 2 ans, torturé, tentative de suicide, la totale. Dans des séances de torture, interrogatoire, ce qu'ils appellent interrogatoire, il demandait à mon oncle, si demain vous pensez fonder un parti pour vous opposer ou un parti politique, avec qui allez-vous vous associer? Et il répondait tout simplement, j'ai pas l'intention de faire quoi que ce soit, hein, mais il prenait des coups, et il devait donner des noms. Et après, ces noms-là, ces personnes-là, étaient à leur tour, vous voyez, on zoomait sur eux. Ils étaient encerclés par des agents jour et nuit pour voir ce qu'ils faisaient. Voilà ce que c'est qu'une dictature totalitaire comme celle d'Assad, monsieur. Vous voyez, on ne retrouve pas, malheureusement, on aurait voulu, nous, rester pacifiques. Et donc, dans la préface, vous entendez le combattant syrien de Druze, de ma ville, ce qu'il dit, j'ai pris les armes que obligé. Ce gars-là, il fabriquait lui-même ses munitions. 13 ans de ne pas recevoir une arme anti-aérienne alors que les bombes nous tombent dessus, que les Américains ont refusé, c'est eux qui ont mis leur veto à la livraison d'armes anti-aériennes, c'est les Américains. Vous pensez que les Américains voulaient renverser Assad ? Je vais vous dire mieux que ça. En 2015, la CIA envoie des rapports à Obama qui lui disent que Assad va tomber. Alep est à 2 doigts de tomber. En 2015, il va contacter Poutine en secret. Exxon, j'en parle, Exxon, l'homme du Moyen-Orient d'Obama, il va voir Poutine, il lui dit qu'il faut intervenir si vous ne voulez pas voir Assad tomber. C'était une révolution de couleur ou c'était une révolution populaire, ça, monsieur ? Écoute, Quentin, moi, je te félicite d'une chose. D'abord, tu portes un très beau nom. Parce que chez nous, dans ton nom, signifie le rayonnement en fait, d'une force en mouvement. Merci, ça, je le répéterai. Donc, le rayonnement d'une force en mouvement. Et ce que tu fais aujourd'hui, tu montres ça. Moi, quand je vais à Bruxelles, que je vais dans les restaurants syriens, souvent, en fait, moi, ce que je regrette, c'est ça. C'est de voir, en fait, un peuple qui a une culture aussi forte, mais qui, malheureusement, en fait, n'a pas réussi cette affaire. Vous avez un dictateur. Ce dictateur, c'est à vous de le faire partie. Mais monsieur, on a essayé. Il a fait appel aux Iraniens, au Hezbollah, à Poutine. Il a fait appel à tous les terroristes de la Terre. C'est bien. Écoute, chez nous, regarde. Et nous, on nous refusait des armes. Comment vous voulez faire? Chez nous, au Burundi, sur 3 millions de personnes. C'est pas sérieux de comparer le Burundi avec la Syrie. Attends une seconde, oui, mais écoute, on peut le faire. Attends, écoute. Nous avons eu 500 000 morts en 72. 72-73, sur 3 millions de gens. Après ça, les camps de réfugiés, où nos parents ont été traînés dans les camps, des Américains sont venus nous voir, notamment un certain Roger Winter. C'est lui, en fait, qui nous a préparés à faire tous les changements de régime que tu as eu vers les années 90. Tous les peuples, tous les pays aujourd'hui en Afrique, comme le Rwanda ou ailleurs, et tout ça. Je peux vous rassurer, on n'a pas eu d'agent américain qui est venu nous dire qu'on va changer ça. Ce que je vais te dire simplement, c'est quoi? C'est la seule chose que je vais te dire, c'est que moi, je pense personnellement, ce qu'il faudrait aujourd'hui pour les Syriens, que je rencontre chaque semaine, parce que je vais dans les restaurants syriens, je discute avec eux, comme on est en train de discuter maintenant, ce qu'il faudrait, c'est essayer de voir au niveau des élites,
comment est-ce que cette question, comme tu le fais aussi, attention, hein, On se rencontre, hein, on se c'est parle. pour ça que je suis venu te voir. Parle, C'est pour ça que je suis on se venu te voir. Mais moi, je pense réellement qu'il faudrait en fait essayer de voir la solution comme les Chinois et les Indiens ont fait vers les années 70 pour pouvoir vous en sortir. Sinon, ça va être très très difficile. Parce que le jeu d'échecs n'est pas si facile, effectivement. Monsieur, toutes les négociations avec le régime Assad n'ont pas abouti parce qu'il ne veut pas. Tant que les parrains, tant qu'il a la force militaire plus puissante. Qu'est-ce que vous voulez faire face à quelqu'un qui a des avions de la puissance militaire russe, le Hezbollah, et que vous dites disposer de Kalachnikov, et qui vous dit je ne dégagerai pas, et que je mettrai mon fils après moi? Je crois qu'il faut continuer la guerre, tout simplement. Il faut continuer à se battre. Tu vois? Ben, c'est ce qu'on essaie de faire. Voilà. C'est ce qu'il faut simplement. Donc, il faut continuer là-dessus et espérer, en tout cas, j'espère pour vous, en fait, d'y arriver. Si je peux me permettre une intervention, une réflexion plutôt, sur les révolutions de couleur, comme tu les appelles, et qu'elles, en fait, j'ai l'impression, moi, en tant que décolonial, militant antiraciste, décolonial, c'est que les Arabes, quand ils sortent dans la rue, ils ne peuvent être que manipulés par Washington, ou par Paris, ou par New York. Et en fait, la Puerta del Sol, les manifestants en Espagne qui ont occupé des places pendant des semaines, eux, c'était de libre pensée. Les manifestations syndicales en Europe, c'est de libre pensée. Les mouvements en France qui demandent à Macron de dégager, c'est de libre pensée. Mais quand des peuples arabes sortent dans la rue pour dire « dégage », c'est le mot, c'est même pas mon mot, c'est « dégage », un charbonnite, dégage. En fait, nous, en tant que militants anti-décoloniaux, on doit être aussi capable de se dire qu'il y a des dirigeants qu'il faut qu'ils dégagent. Et le fait de dire que Bachar doit dégager ne fait pas de moi un pion de l'OTAN ou du Mossad ou de quoi que ce soit. En fait, le nœud du problème, il a été là. Si les Syriens sont aujourd'hui dans la merde, et de leur dire vous devez régler le problème, c'est ignorer aussi les rapports de force. Au Burundi ou dans les autres pays, il n'y a pas eu les États-Unis, la Chine, l'Iran, toutes les puissances impérialistes sont sur place. Ils étaient chez nous aussi. En 59, chez nous, le renversement, les États-Unis, le Vatican, la France, la Belgique sont déjà là. Les Anglais sont déjà là. Mais en tout cas, moi, c'est là qu'on a eu le même problème. Ce que je veux souligner, parce que je ne suis pas syrien, je suis belge, c'est que les Européens ou la gauche occidentale européenne a une responsabilité et du sang sur tout le corps, en fait, d'avoir soutenu inconditionnellement Bachar el-Assad, que ce soit le PTB ou que ce soit la gauche radicale en France, ils ont été dans une position à croire aussi. Moi, franchement, j'ai pas ni attendu Bachar el-Assad que pour savoir en fait que le régime syrien est un régime dictatorial, tortionnaire, de père en fils en fait. De mon père, déjà, j'avais entendu que les prisons syriennes, ce sont les pires du monde arabe. Que la liberté d'expression en Syrie, elle n'existe pas. Elle est mieux en Algérie, au Maroc, en Tunisie, qu'en Égypte, qu'en Syrie. Ça, on le savait en fait. Donc, quand les révolutions sont apparues, on a soutenu la Tunisie. Tout le monde a soutenu la Tunisie. On a soutenu l'Égypte. Tout le monde a soutenu l'Égypte. Est arrivée la Syrie, on les a tous vus. C'est pas pareil. Comme ça. C'est pas pareil. Oh non, non. Le PTB n'a pas parlé, l'extrême gauche, et de l'autre côté, ceux qui demandaient de soutenir les révolutionnaires en Syrie, ils se sont vus affublés de quoi? Qu'on soutenait des terroristes, des islamistes. En fait, les Syriens, là, ils n'ont même plus existé. On parle qu'on a fait sans les Syriens, mais les Syriens sont devenus des pions. C'est une guerre géopolitique. Si tu en soutiens un, tu soutiens les islamistes. Si tu soutiens l'autre, tu soutiens une guerre géopolitique. Pascal. Sérieux? Voilà, désolé. On t'invitera pour le débat si tu veux, mais c'est pas un Mais, débat. madame, parce qu'elle n'a pas parlé, moi j'arrête. Monsieur. Petite question. Merci beaucoup d'être venu et merci pour tout ce que vous avez partagé. Il y a une question qui déchire le camp solidaire avec la Palestine
Je pense que vous savez de quoi je veux parler et je pense que c'est lié aussi au fait que ce qui s'est passé en 2011-2012, beaucoup de personnes ne connaissaient pas aussi bien le dossier syrien que le dossier palestinien. Je crois que la situation en Syrie a demandé à beaucoup de gens de gauche un certain degré d'études ou en tout cas une relation directe avec les personnes exilées pour comprendre en fait où est-ce qu'on se trouve dans l'échiquier et tout ça. Et donc on a entendu vraiment beaucoup de gens de gauche dire des choses très 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 bêtes sur la Syrie à l'époque. Mais c'est des personnes dont le combat pour la Palestine par contre est intact. Et c'est des personnes qui étaient parmi les premières, je ne veux pas du tout défendre Mélenchon, mais en tout cas sur la question palestinienne, ça faisait du bien de l'entendre et il y avait quelque chose en moi de déchiré à ce moment-là parce que c'était des personnes que j'avais enterrées à cause de la question syrienne et maintenant l'urgence pour la Palestine faisait que je me disais mais bon, tant pis en fait, il faut qu'on soit unis quand même face au génocide. Il faut presque pardonner. Mais j'imagine que pour des personnes qui viennent de Syrie, c'est difficile de pardonner pour s'unir contre le sionisme. En fait, je me demande comment vous avez résolu ça. Moi, j'étais un militant de la Palestine avant 2011 et avant mon engagement pour la Syrie. J'étais à l'AFPS, l'Association France-Palestine Solidarité, là-dessus. C'est un combat chez nous, en tant que Syriens, qu'on porte, tous les Syriens ont porté aussi. C'est quelque chose chez nous, on est très pour cette défense de la cause palestinienne et au droit aux Palestiniens à l'autodétermination, à un État. Après, si vous voulez, on ne peut pas... Les droits humains, c'est universel. Soit on l'est, soit on ne l'est pas. Et malheureusement, la Palestine, c'est un peu le sujet qui permet à beaucoup de se racheter une conscience. Tous les salauds veulent libérer la Palestine. Maduro veut libérer la Palestine. Le président chinois veut libérer la Palestine. Tous les criminels. Mais dans la réalité, Pas les Américains. Khamenei, le président de l'Iran, il veut libérer la Palestine et Jérusalem. Et il a fait toute la guerre en Syrie en disant que la route de Jérusalem passe par Homs. Il a détruit Homs, Alep, ses sbires, ses milices terroristes chiites, en disant que c'est pour libérer la Palestine, au nom de la Palestine. Il y a le slogan, il y a la réalité. Que ceux qui ont justifié les massacres d'Assad ne sont pas des amis des Palestiniens. Jamais. Pour eux, c'est un étendard. C'est juste un étendard qu'ils agitent, ils savent que le combat est populaire et ils vont récolter des voix avec. Et la France Insoumise l'a très bien compris. Comme je vous l'ai dit, Georges Galloway, je l'ai cité tout à l'heure, cette année, il y a eu 2 élections législatives dans la circonscription de Georges Galloway en Grande-Bretagne. C'est un défenseur de la Palestine qui est pro-Assad. Comme on a eu des eurodéputés pro-Assad, défenseurs de la Palestine. Georges Galloway, sur une législative partielle, avait gagné parce qu'il avait agité le drapeau de la Palestine. 3 mois après, quand c'était une élection qui mobilisait un peu plus, effectivement, il a perdu. Parce que d'autres sujets ont émergé. Mais c'est ce que a fait la France Insoumise aussi sur l'élection européenne. Ils ont pu faire oublier tout ce qu'ils ont fait parce que tout le monde s'en fout de la Syrie. Et moi, je m'en fous pas, et moi, je n'oublie pas. Les pires paroles que j'ai entendues sur la Syrie venaient de Mélenchon. Ce n'était pas quelqu'un qui s'était, c'était pas quelqu'un qui a dit « je ne comprends rien ». Non, c'est quelqu'un qui a dit « il faut aller aider l'armée d'Assad ». Vous voyez? Donc, soutenir la Palestine ne compense pas. Les droits humains, ça ne passe pas comme ça. Soutenir la Palestine ne passe pas par ça. Aujourd'hui, si vous voyez les posts de Claude Elkal, Myriam Larbi et autres sur Twitter qui sont devenus des stars par Gaza, par le sang de Gaza, ils sont devenus des stars. Ces gens-là ont cautionné le massacre du camp palestinien de Yarmouk en Syrie. Les pires massacres contre les Palestiniens ont été commis, après Israël, ont été commis par Assad et ses alliés. Les pires massacres contre les Palestiniens. D'abord Israël, après Assad. Vous voyez ? La posture, il faut différencier la posture de l'engagement. Ce qu'a été capable de faire le Hamas, par exemple. Le Hamas qui était chez lui à Damas, qui avait tout à Damas. On peut se dire, dans leur position, est-ce qu'on ne se dit pas, je serais resté et j'aurais flirté avec le dictateur?
Je vais te dire, le problème, alors moi je vais être clair aussi, on a la chance d'être loin de cette région. On a la chance de ne pas avoir, et je parle pour nous, moi qui suis touché, on a la chance de ne pas être à Gaza. Vous voyez ? Et du coup, tout mouvement qui s'en prend aux civils, quel qu'il soit, on ne doit pas lui apporter un soutien, pour moi. Il y a un ciblage des civils qui a été fait. En Syrie, on a HTS qui ressemble au Hamas. HTS qui est dans le nord, qui occupe Idlib. Vous voyez, ils s'en prennent aux civils aussi. Nous, on a la chance ici d'être loin. Les Gazaouis, eux, subissent ce qu'ils subissent. Je peux comprendre, je dirais, le processus de radicalisation d'un Gazaoui quand il vit ce qu'il vit et qu'il aille se faire exploser. Je comprends ce processus, je ne le justifie pas. Voyez, nous, on est loin de là. Et on ne doit pas cautionner le moindre mouvement, et ça c'est ma position, la moindre organisation qui est capable de s'en prendre à des civils sciemment et de cibler les civils. Et c'est ma nuance. Oui. Par rapport Attends, si tu camarade veux parler, d'origine tu prends le micro, burundaise, s'il te plaît. bien sûr qu'il y a des similitudes, parce que l'impérialisme agit à peu près de la même manière partout, mais il y a aussi des différences énormes. Je suis parfaitement souligné. Et l'idée de dire que toutes ces révolutions, quand même, quelque part, souvent sont un peu manipulées, si pas dès le départ, ensuite et tout. Pour moi, la preuve que c'est pas le cas, c'est que vous avez très bien expliqué que les Syriens, aujourd'hui, sont abandonnés de tous. C'est pas qu'il y ait deux, trois grandes puissances qui, en coulisses, sont etc. C'est exactement le contraire. C'est que, de par leurs propres intérêts et leurs propres calculs impérialistes, les mêmes qui, comme Barack Obama disait, ça c'est la ligne rouge à ne pas franchir, puis qu'après s'assied dessus, etc. Le drame aujourd'hui des Syriens, c'est qu'ils sont abandonnés de tous, et qu'ici, en Occident, on ne voulait pas des réfugiés syriens qui fuyaient ces massacres épouvantables. La seule qui a fait preuve d'un peu de courage, mais c'est aussi pour des raisons économiques, c'était Angela Merkel, mais sinon tous les autres ne voulaient pas en entendre parler. Et on a bien vu comment est-ce qu'on a tout de suite, enfin je répète des choses que tout le monde sait, comment est-ce qu'on a à bras ouverts accueilli les Ukrainiens, et je suis d'accord avec ça. Hein. Bravo, tant mieux pour eux. Mais il y a un deux poids, deux mesures qui est complètement écœurant. Exactement comme toutes les résolutions de l'ONU qui ont condamné je ne sais pas combien de fois Israël, et Israël peut complètement s'en contrefoutre. Voilà. Donc, voilà. Moi, je me méfie aussi de cette thèse un peu complotiste qui ressemble. Oui, bien sûr que tous les impérialistes sont aux aguets et jouent leur partie d'échec. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des mouvements spontanés. Tu as tout à fait raison, Nordine. Est-ce qu'on a dit ça des gens de la Puerta del Sol ou des gens de la place Sintagma? C'est du racisme que de raisonner comme ça. Donc, vive la révolution syrienne, même si aujourd'hui, effectivement, elle est dans l'impasse. Et que les révolutions soient récupérées, ben c'est le job des Français, des États-Unis. Qu'elles soient récupérées, c'est une chose, mais qu'elles soient toutes lancées par depuis Washington ou de Paris, c'est vraiment prendre les Africains, les Arabes qui n'ont pas de cerveau. Non. Ils ont juste une puce qui est manipulable depuis. C'était juste ça, comme ça a été dit. La Révolution française, c'était pas aussi une manipulation. C'est vrai, il peut y arriver des mouvements spontanés qui sont des révolutions. Et c'est vrai, moi par exemple pour la Syrie, moi j'ai des gens de ma famille, qui sont partis en Syrie et qui sont morts en Syrie. L'exemple de l'Iran, c'était les années 60, 70, les interventions avec l'Iran. Ce que je veux dire Il ne simplement, faut pas le nier, mais... ce que je veux dire simplement, c'est que la période en fait entre 1989 jusqu'en 2022, c'était en fait l'Empire américain. C'est-à-dire en fait ce qui s'est passé, c'est que pendant cette période-là, après donc, la chute du mur de Berlin, après la chute de l'URSS, on a vu en fait, si tu veux, les États-Unis qui voulaient en fait placer leur empire. Toutes ces guerres qu'on va vivre, tous ces massacres qu'on va vivre, moi je dis en fait c'est l'Empire américain. C'est dans ce sens-là en fait que je dis. Et les Russes, et les Chinois. Oui, non, maintenant c'est les BRICS, maintenant c'est le monde multipolaire depuis 2022. Je pense que vous ne voyez pas le traumatisme qui a été pour les Américains la guerre de l'Irak et la volonté de se retirer de toute la région. Comptard, moi je suis totalement d'accord avec toi d'une chose, nous avons tous vécu ça. C'est un peu comme le camarade vient de dire. C'est un changement de paradigme. C'est les États néocoloniaux. Avec les dictatures militaires, le le grand problème qu'on a aujourd'hui en Syrie, c'est Assad, le dictateur, en fait, si tu veux, qui se maintient parce qu'il a réussi, en fait, pendant l'Empire américain, au niveau géopolitique, de s'en sortir. Et c'est ça le problème. Parce que les Américains voulaient le maintenir. Ils auraient pu le faire basculer, mais ils ont voulu le maintenir.
Comme Celui ne les dérangeait pas. Comme ils ont maintenu Saddam Hussein dans un premier temps. Dans un premier temps, exactement. Il y a eu la révolte du Sud, ils ont laissé se faire écraser, effectivement. Ils ont encouragé les révoltes. Et puis ils les ont laissés se faire écraser. Comme la discussion est super enrichissante, on voit... Israël qui a voulu le... Excusez-moi, parce que ça part n'importe comment et on s'entend plus. Donc comme c'est super intéressant, on ne voit pas que le temps passe. Donc il y a déjà 2 heures qui sont passées. Je mets personne à la porte. Je demande s'il y a encore des gens dans la salle qui n'ont pas posé de questions. Ils posent les questions, on laisse Firas après conclure. Et puis on continue en informel si vous... Freestyle. Non, plutôt en informel, mais le temps qu'on range à son aise et que les gens discutent. Oui, voilà. Je voulais vous poser une question. D'abord, je voulais vous dire que j'étais à l'ULB au début des années 90 et que je me rappelle de discussions d'étudiants palestiniens et syriens déjà à l'époque sur le fait que le régime, il y a un moment, ça allait plus tenir, quoi. Je m'en rappelle vraiment bien. Mais moi ma question, c'était surtout par rapport à la question de la torture. Parce que cette torture des enfants, en fait, vous avez survolé, vous avez peut-être déjà répondu en parlant de ce nazi grec qui a participé à la déportation des Juifs. Mais est-ce que pour vous c'est la seule raison, c'est la seule origine, cette cruauté vis-à-vis des enfants? C'est la seule origine de la torture, parce que je veux dire, je n'ai jamais autant entendu de témoignages de torture vis-à-vis d'enfants ou d'ados qu'en Syrie, quoi. Et donc, c'est une origine à ça, quoi. C'est dans l'ADN du régime, c'est vraiment dans l'ADN, c'est dans sa nature. D'utiliser, il n'a aucune limite dans la barbarie, que ce soit homme, femme, enfant. Là, j'ai parlé des enfants, mais il faut savoir qu'on estime à 8000 femmes qui ont été violées dans les prisons d'Assad, qui ne sont pas mortes. Il y a un très bon documentaire sur des femmes qui ont accepté de témoigner, Le cri étouffé, de Manon Loiseau, vous le trouvez sur YouTube si vous faites une recherche, Le cri étouffé. Et le viol aussi, c'est systématique. J'ai aussi traduit, il est rédigé, vous le trouvez sur la page Facebook et il a été publié, une femme de Yarmouk qui a été violée pendant 6 mois, qui est palestinienne, dans les prisons d'Assad, et torturée. Mais c'est plus banal les femmes qui se font violer que les enfants qui se font torturer. Et tout ça, effectivement, ça remonte à la barbarie qui est innée à ce régime, qui est là depuis les années 70, on le sait. Il n'y avait pas de limite. Dans le livre, je raconte le retour de mon père en Syrie en 83-4, où il rentre avec une camionnette de France, il a fini ses études et il ramène plein de choses au bled, une machine à laver, sa bibliothèque, ses livres dans une petite camionnette, et il s'arrête à Alep avant de rejoindre le sud. Il dort une nuit chez des amis à mon oncle, mon oncle l'avait retrouvé à la frontière, il avait passé à Alep parce qu'il ne pouvait pas aller à Soueda. Il dort la première nuit à Alep chez des amis, et en fait, il y avait un enfant déjà à l'époque qui n'était pas dans la famille, il voyait juste son portrait, mais lui, il n'était pas là. Et il avait été enlevé par le régime à l'époque des événements contre les frères musulmans. Il avait 14 ans, il en est ressorti que 14 ou 15 ans plus tard, fin des années 90. Je raconte. C'est dans l'ADN de montrer qu'on n'a aucune limite pour faire taire la population, pour la tenir. On pense que c'est comme ça qu'il faut tenir une population. Il y a d'autres témoignages dans ce sens qui sont terribles et qui remontent, effectivement, qui sont plus anciens, à 2011. Vous voyez. Mais ça a été une continuité. 2011, c'est juste l'explosion en nombre, en masse, qui est là. Cette barbarie, malheureusement, elle a toujours été chez les Assad présente. Pas en Syrie, il ne faut pas l'imaginer. Comme je le dis, jusqu'à la prise du pouvoir du Baas, en 70, les civils étaient épargnés, il y avait un droit, et on n'emprisonnait pas, on n'enfermait pas les civils, sans raison. Il y avait le droit civil, le droit pénal, tout était appliqué, on ne disparaissait pas des années sans savoir quoi que ce soit. Et le premier acte qui met la terreur, c'était en 64 ou 65, une grève d'ouvriers, où Assad, il était ministre de la Défense, je pense, je note cette date, et quelques sbires à lui envoient l'armée et bombardent. Et c'est ça qui met le premier chape de plomb sur le pays. Et
Et ça commence par là. Et il monte son propre service de sécurité qui ne répond de personne à l'époque. De personne qu'à lui, son propre service de sécurité. Ses propres prisons. Et il s'y passe les pires horreurs. Et c'est la déshumanisation, effectivement, de l'enfant, de tout. Parce qu'on l'accuse d'être, souvent, on l'accuse d'être un enfant, peut être accusé d'être un agent d'Israël. Et quand on est un agent d'Israël, on peut te torturer jusqu'à la mort. C'est une réalité qu'ils ont mis en place. Merci en tout cas pour Monsieur. Ouais. Ceux qui n'ont pas parlé. Ouais, monsieur, là devant. Ceux qui veulent. Non. Ouais, mais monsieur est en premier. Je serai bref. J'ai quelques remarques et quelques questions. La première remarque, le récit que vous donnez, c'est très pessimiste. Mais je me demande pourquoi penser que l'extérieur peut donner des solutions à un peuple. C'est le peuple, et je suis d'accord avec ce monsieur, c'est le peuple lui-même qui doit trouver les moyens pour s'opposer et pour changer les choses. C'est une première remarque. Deuxième remarque, mais c'est aussi une question. Nordine a utilisé le terme souveraineté des États à un certain moment. Pourquoi est-ce que vous utilisez ce terme? Moi, je préférais d'utiliser le terme souveraineté des peuples. Et je me demande, et c'est discuté un peu indirectement, on a parlé des Kurdes. Est-ce que vous êtes en faveur disons, d'une autonomie ou d'une indépendance même de la partie kurde de la Syrie? Parce que dans mon analyse, moi je vois seulement l'évolution dans cette partie de la Syrie qui a été un peu positive. Des choses qui sont le résultat de ces années, 13, 14 années. Ça, c'est laisser les peuples décider. De dire que c'est bien de diviser le pays et donner une partie aux Kurdes. Mais ce sont mes questions. On règle d'abord le problème en Belgique. Tu es d'accord, toi, que les Flamands, ils sont indépendants? Je n'ai pas... On règle d'abord le problème de la La Belgique. question, mais ce que est-ce qu'on divise ce pays? C'est votre position sur cela. D'abord, est-ce qu'on divise la Belgique, oui ou non? C'est marrant cette confusion que vous citez, parce que les Kurdes dans la région, les FDS, sont venus du coup sur le char américain. Alors que vous leur dites, eux, c'est le seul endroit de révolution. Sauf que eux, leur autonomie, ils la doivent à l'ingérence américaine. Sachant qu'en Syrie, il n'y a pas de continuité territoriale. Le Kurdistan, l'historique, le Kurdistan, et vous pouvez consulter une carte du Kurdistan sur l'Institut Kurde de Paris, vous verrez qu'il n'y a pas de Kurdistan syrien. Il y a 3 localités où les Kurdes sont majoritaires sans continuité territoriale. Cette continuité territoriale, l'occupation de l'Est de l'Euphrate, aujourd'hui, je vais vous dire, mais l'occupation de l'Est de l'Euphrate, vous savez pourquoi on l'a donnée au FDS, au PKK, plus précisément, parce qu'à la base, c'est le PKK. C'est parce que quand Obama a décidé d'avoir un partenaire en Syrie pour lutter contre Daesh, il a exigé que ce partenaire ne prendrait pas les armes contre Assad. C'est la seule raison, le PKK, qu'il a été soutenu par les Occidentaux. Ils ont été le partenaire, je vais vous le terminer. Je vais vous dire, ils ont pris ce partenaire qui a occupé tout l'Est de l'Euphrate, qui a empiété sur les terres arabes, qui a expulsé 50 000 personnes, 50 000 arabes de leurs terres, à Tal Abyad. Et qui font aujourd'hui de la com comme quoi c'est des autogestionnaires qui sont pour la femme libérée, qui sont pour tout ce que vous voulez. Alors qu'en 2012-2013, l'exemple d'autogestion des villes abandonnées par Assad existait vraiment. En 2011, dans les zones kurdes, qui a maté les Kurdes? La révolution des Kurdes avec les Syriens. Vous savez qui l'a fait? Pour le compte d'Assad, c'est le PKK, qui était l'idiot utile d'Assad face à la Turquie. C'est cette réalité. Vous voyez? Alors eux seraient légitimes avec les Américains, les Britanniques, tout le monde qui les soutient. Mais je vais vous dire, moi je voudrais qu'on ait une solution. L'autodétermination de ce Mais je voudrais, nous, qu'on s'autodétermine. Je voudrais
Je voudrais qu'on respecte la résolution de 1254. Je voudrais que les Syriens puissent résoudre leurs problèmes entre eux. Qu'est-ce qui m'en empêche, à votre avis? Vous êtes capable de le dire à Assad? De lui dire d'arrêter de nous bombarder au moins une journée? Avec ses avions? De lui dire que le pouvoir il n'ira pas à son fils? Moi, je voudrais. Sauf qu'on est face à quelqu'un qui a la Russie et l'Iran avec lui. Et que les autres s'en foutent. Quand il n'y avait que Assad, il allait tomber. En 2012, on tenait 80% du pays. Il a fait appel aux Iraniens. Puis après, il a fait appel aux Russes. Comment vous voulez, alors que nous ne disposons que de Kalachnikov, comment vous voulez faire face à cela? Avec quelqu'un qui vous dit que je ne lâcherai rien, que je continuerai à vous enfermer, à torturer vos enfants tant que je suis vivant, jusqu'à mon dernier souffle, pour ne pas vous laisser un espace de liberté. Que je continuerai à vous bombarder tant qu'il y en a un qui respire et qui dit « Vive la Syrie libre ». Je voudrais l'avoir, cette solution. Les Tunisiens ont trouvé une solution. Vous avez vu Ben Ali avoir l'armée avec lui bombarder la capitale? Heureusement pas. Pourquoi nous il l'a fait? Pourquoi on l'a fait nous en Syrie? Parce que ça faisait 50 ans qu'il travaillait sur une armée confessionnelle, où les grands généraux c'était des alaouites, qui sont qui suivent Assad jusqu'au sang, jusqu'à la mort. Il avait des fanatiques avec lui. Il a construit avec une armée de fanatiques qui bombardaient au sarin leur propre population. Ben Ali n'avait pas une armée qui bombardait au sarin sa propre population. Heureusement. Curieusement? Non. Heureusement. Heureusement, oui. Et vous voyez qu'on peut. C'est pas la même configuration. Évidemment. C'est pas la même configuration du tout. On n'a pas le même dictateur. On a des gens jusqu'au-boutistes. Et jusqu'au-boutistes, c'est Kadhafi, Saddam Hussein et Assad. Ils ne comprennent que la force, ces gens-là. Ils ne comprennent que la barbarie, le rapport de force. Qu'on les écrase, c'est tout ce qu'ils comprennent. Monsieur, une première question et puis éventuellement une dernière après en conclusion. La première, c'est est-ce que vous avez des tentatives de constitution de gouvernement en exil? Est-ce qu'il y a, comme c'est le cas par exemple pour les Biélorusses ou ce qui a été une école très importante pour tout un pays qui était occupé par l'Union soviétique, l'école des expériences politiques en exil ont été souvent importantes et j'ai pas d'informations sur ce point. Et puis la deuxième chose, c'était sur l'actualité de la guerre. Je suis sur les réseaux sociaux maladroitement certains comptes syriens et c'est tous les jours qu'il y a des villages qui sont bombardés, tous les jours des avions de Poutine qui lâchent des bombes sur des... Et quelle est cette activité militaire? Parce que je vois que tous les jours, il y a des villages qui sont bombardés par des avions. Et qu'est-ce qui se passe en fait? Voilà. Alors, la première question, c'était sur les structures politiques. Les structures politiques. Alors, il y en a qui se montent et qui s'essoufflent, et qui sont essoufflés. Et il faudrait redonner un nouvel élan. Il y a un gouvernement un peu en Turquie, un peu en exil, sauf qu'il est sous obéissance turque. Vous voyez, donc c'est un vrai problème aussi. Et que on n'a pas eu. Moi, j'aurais voulu que en fait l'opposition politique au moins s'exile en Europe et qu'elle ne soit pas soumise à Erdogan, parce qu'aujourd'hui on voit que Erdogan normalise et que cette classe politique risque de suivre. Et c'est tout le problème, encore une fois, de l'ouverture des portes. Les Européens n'en veulent pas, clairement, ça aussi. Et que ce qui manque aussi en Europe, beaucoup, c'est des structures qui accueillent aujourd'hui, en force, aujourd'hui, je vais vous le dire, des opposants à Assad de la première heure. Il y en a beaucoup, il y en a qui se constituent, mais on ne leur donne pas les moyens de lutter. Une institution qui permettrait de publier, de couvrir médiatiquement, on ne leur donne aucun moyen. En France, ils sont RSA dans une banlieue HLM, c'est tout ce qu'il y a. Et c'est un vrai problème aussi, cette capacité à continuer. Moi, j'arrive à le faire, j'ai un travail à côté, dans le privé, si vous voulez. J'arrive à travailler un peu, à continuer ce travail d'information, mais tout le monde n'a pas cette capacité, et je prends un peu sur mon temps, mais quand vous êtes opposant, vous ne parlez pas la langue du pays, que vous n'êtes pas accompagné,
C'est impossible de le faire. Et aujourd'hui, on n'a aucune structure en Europe. Et moi, j'ai écrit à des députés européens, je leur demandais de mettre en place une institution de la démocratie pour accueillir ces dissidents politiques. On y met les moyens. Si l'Europe ne le fait pas, qui va le faire, quoi. Et que ça ne soit pas politisé comme institution. Et malheureusement pas. Et pour vous répondre sur le Nord, tous les jours, il y a des bombardements. On dirait que les Druzes testent leurs drones de kamikazes avant de les adapter à l'Ukraine. Ils bombardent tout. Un paysan avec son tracteur, il l'attaque. Et c'est pour montrer que tant qu'ils n'auront pas normalisé avec Assad, tant qu'ils ne seront pas soumis, ça ne s'arrêtera jamais. C'est aussi ça. Ils tuent des civils. Avant-hier, ou il y a 3 jours, c'était un marché. Ils ont bombardé un marché. C'est gratuit, c'est comme ça. Mais en même temps, Assad, tuer gratuitement, c'est ce qu'il fait de mieux, en fait. Et personne n'en parle, ça passe sous les radars, effectivement. Comme tout ce qui se passe en Syrie. Voilà, je vais conclure ici, en tout cas pour laisser le temps d'avoir des discussions informelles. Je vous rappelle qu'il y a des livres à vendre ici. Ceux qui ne savent pas se le procurer maintenant reviennent vers moi et on peut s'arranger. Donc, un grand merci, Firas. Merci pour votre accueil. On t'a supporté 2 heures, on serait bien. Supporter surtout mon humeur parfois qui monte, mais ce sujet, vous avez compris, je pense que ça me touche énormément. Ça me tient à cœur, bien sûr. Ça pourrait encore durer 6 heures. Et donc, merci à tout le monde. L'objectif, c'est ça, c'est qu'on invite des gens, on discute, et donc on est là, on n'a peut-être pas tous les mêmes points de vue, et on est là pour discuter et construire ensemble. Et je donne à ceux qui le veulent, notre prochain rendez-vous, ça sera donc ici. C'est le 20, si mes souvenirs sont le 20 septembre. Donc c'est le 20 septembre et c'est une rencontre un peu spéciale. C'est un concert avec un artiste togolais qui viendra nous faire de la performance et de la dégustation et de la discussion panafricaine. Donc vous êtes bienvenus le 20 septembre ici et d'autres dates suivront. Merci. All power to the people. All power to the people. All power to the people. All power to the people.